Consacré à l'actualité et à l'écosystème du jeu vidéo, de la bande dessinée, de l'animation, du cinéma et des séries de genre. Épisode numéro 37, consacré à un dieu de l'animation, peut-être un petit peu sous-estimé, on en parlera tout à l'heure. On parle évidemment de Go Nagai, voilà un daron qu'on aime bien. Et cette émission étant un petit peu spéciale, car après deux émissions exceptionnelles, en compagnie de Lola Sinafoubert et Alvin Adeden, puis une émission consacrée à Last Man avec Jérémy Perrin et Katsuka, cette semaine, c'est une émission spéciale fin de semestre, à savoir frappée par les examens et les microbes qui traînent. Nous sommes donc en effectif un peu réduit. Tout à fait, avec du coup Charlotte. Oui, salut. Comment tu vas ? Ça va super bien, très contente d'être là, malgré le froid, les examens, tout ça, 20 pages à écrire pour des profs qui comprendraient en jeu vidéo. Tout à fait, le jeu vidéo c'est pas des images, c'est ça ? Non, apparemment c'est pas des images. Donc on verra quelle note j'aurai sur des images. On en parlera évidemment hors antenne. Hildebrando, comment vas-tu ? Écoute, moi ça va très bien, et vous ? Bah ça va. Évidemment, c'est une question rhétorique parce que vous pouvez nous répondre évidemment sur Twitch, puisqu'on vous le dit. Twitch. Oui, le vous s'adresse. Évidemment, c'est un vous collectif. La communauté. Hyperlink_RVL sur Twitch. On vous lit tout au long de l'émission. Évidemment, vous pouvez également réagir au hashtag HPL sur Twitter. Et puisque tous les héros ne portent pas des capes, mais qu'ils ont un micro, nous avons deux intervenants, et pas les moindres, pour ce numéro, parce que nous avons Pierre Camilly. Comment vas-tu ? Ça va, et toi, Karel ? Alors, il faut monter le son de Discord et baisser celui du bed. Comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Nickel. Et je crois que nous avons un deuxième intervenant, non moins important, parce qu'il s'agit de Damien Hiller, alias Professeur Godzilla, alias Skippy. Alors, comment préfères-tu qu'on t'appelle ? Damien, c'est très bien. Salut à tous. Salut. Damien, donc tu as sévi avec l'Otakru et maintenant tu es rédacteur et pigiste spécialisé sur la Japanimation et fan dans l'internet de Go Nagai, évidemment. C'est pour ça qu'on vous donne la parole aujourd'hui. C'est tout, je pense que c'est un bon menu. On aura deux critiques, We Are X avec Pierre, du coup. Oui, en effet. Tout à fait, qu'on voit derrière au-dessus de mon épaule, c'est très radiophonique. Et également, on parlera de Mazinger Z Infinity, le long métrage dérivé de la franchise à succès Mazinger Z. Mais tout de suite, c'est la Newsbox. Et on commence les news Charlotte avec un film Fais-moi peur pour 2019. Et oui, effectivement, ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. À ne pas confondre avec Chair de Poule qui avait déjà eu son film en 2015 avec Jack Black. Fais-moi peur était une série des années 90 où des teenagers se racontaient des histoires qui font peur autour d'un feu de camp tous les soirs. Une très mauvaise idée, mais soit. Et dans le générique, il y avait une balançoire qui grince et qui faisait déjà très très peur. Certains épisodes faisaient vraiment peur, comme celui de la femme aux 1000 visages, dont j'ai pas eu besoin de faire de recherche sur Google pour me souvenir du titre. C'est Gary Doberman qui va écrire le scénario et qui est en train de travailler dessus. Il a aussi écrit ça, Annabelle 2 et The Nun. Bon, c'est plutôt entre de bonnes mains. J'avais un petit peu peur pour le film, je te cache pas, parce que pour moi, Fais-moi peur, ça se prête davantage à une sérialisation sur Netflix sous forme de court-métrage, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on pouvait plus facilement imaginer ça. Parce que je sais pas, on voit Black Mirror, ça marche très bien avec la SF. Ils auraient pu faire un espèce de Black Mirror, teenage horror, je sais pas. Enfin, il y avait un public pour ça. Je me trompe peut-être. À voir, avec la vague aussi de nostalgie qu'il y a, peut-être que ça peut marcher, on verra. On verra également en début de semaine prochaine ce qui se passe entre Disney et la Fox qui n'en finissent plus de fricoter. Tout à fait, on a Rupert Murdoch qui avance fortement dans les négociations avec Disney, où on voit un deal de à peu près 60 milliards de dollars qui se profile à l'horizon. C'est une somme tout à fait considérable. Disney qui va donc continuer à avaler tout sur son passage. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous les geeks ? Tout simplement que déjà il ne faut pas oublier que la Fox détient beaucoup de licences Marvel qui ne sont donc pas pour l'instant exploitées par Marvel Studios de Disney mais par la Fox elle-même. On rappelle, c'est les X-Men, les 4 Fantastiques et certains personnages de, si je dis pas de bêtises, les Skrulls et tout ça. C'est ça, il y avait Spider-Man jusqu'il n'y a pas longtemps mais qui a justement... Spider-Man c'est Sony, attention. Ah, exact, pardon, oh là là, je fais des bêtises. Il est tout seul des fois. Je dis des bêtises. Et on y viendra après Sony, mais pour l'heure c'est voilà, Disney donc, la Fox. mais bon, Sony ça va être plus difficile à avaler. En tout cas, effectivement, un gros deal à l'horizon et peut-être un futur du MCU plus que parfait. Conjugué au plus que parfait Les deux. les deux, mon capitaine. Super. On espère. Ça se résume pas quand même à X-Men et aux 4 Fantastiques, parce qu'il faut pas oublier que à partir de maintenant, Alien
et la reine alien va devenir une princesse Disney. Ah, Eh ben oui. la meilleure, la plus belle en tout cas. Ça risque d'être un joyeux bordel, effectivement. Mais bon, pour l'instant, le deal n'est pas encore fait. Là, on est déjà en train de spéculer. On dirait qu'on parle d'un film qui n'est pas sorti. Film qui n'est pas sorti, effectivement. Merci de me donner cette transition. 2 films qui ne sont pas encore sortis, mais dont on a eu des premières images cette semaine. Alita Battle Angel, qui est donc l'adaptation de Gunm par Robert Rodriguez. Pour rappel, Gunm, c'est un manga de science-fiction dystopique où on suit le réveil de Gali, nom US Alita, d'où le nom du film, dans un monde post-apocalyptique divisé entre Zalem, la ville des élites, et le reste du monde qui est plutôt un champ de ruines réservé aux pauvres prolétaires. Voilà, une dystopie classique, mais fondatrice d'un imaginaire dans les années 90. Voilà, est-ce que vous avez des réactions sur les images qu'on a pu voir, notamment la tête du personnage de Gali? J'ai pas vu d'image. Pierre, tu as quelque chose à dire, j'ai l'impression. Depuis que j'ai vu ce trailer, je vis dans la peur. J'ai peur qu'une bestiole avec des gros yeux vienne me manger dans mon lit le soir. Quoi. Et Damien, du coup? Moi j'ai pensé à Big Eyes en fait de Burton, c'est marrant. Ah oui, effectivement. Parce qu'on rappelle, c'est pas très radiophonique dit comme ça, mais en fait, pour rester fidèle au manga, ils ont donné des yeux énormes à l'héroïne. Du coup, en motion capture, c'est assez bizarre. Voilà, en 30 secondes, on est déjà dans la vallée dérangeante. On continue avec une vallée non moins dérangeante, enfin pas dérangeante du tout, celle-ci, pardon. J'ai raté ma transition. Avec Spider-Verse, qui est donc le nouveau film d'animation Spider-Man chez Sony Pictures, celui-ci. Où du coup on va suivre les aventures de Miles Morales, qui est donc le Spider-Man noir dans les comics, qui est donc l'héritier de Peter Parker. Et ce film animé sera donc produit par 2 auteurs qui sont chers à Ildebrando, Phil Lord et Chris Miller, à qui on doit déjà les films Lego notamment, et si je dis pas de bêtises, 21 Jump Street. Oui, toi tu vois Jump Street, 28 Jump Street. Des chefs-d'œuvre de l'humour. Voilà, voyons, on ne peut pas dire moins. Adressé à un certain public autour de ce plateau. Mais non, mais c'est réduisant, je trouve, par rapport à. Non, c'est quelque chose de très bien. Pardon. Excusez-moi. Et effectivement, on a vu que Phil Lord et Chris Miller dans les films Lego savaient très bien ce qu'ils faisaient, même en matière d'animation. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et d'autant qu'en plus la DA est pop et assez explosive. Il y a pas mal de réactions très positives autour de ça. Le film sort littéralement du sol. On n'en avait jamais entendu parler avant. On pensait que c'était un plan pour l'univers étendu que Sony voulait faire autour des films live, et finalement non, c'est un film d'animation à part, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On a également d'autres nouvelles de Spider-Man qui se sont greffées sur le conducteur juste avant l'émission, car Kevin Feige a confirmé que Spider-Man Homecoming 2 sera bien réalisé par John Watts, avec au script Chris McKenna et Eric Summers, qui avaient déjà eu le script terminal sur Spider-Man Homecoming, qui avait eu 7 scénaristes, je tiens juste à le rappeler, 7 scénaristes pour ce film. Une jeunesse compliquée. Et donc tout au long de 2018, on sera abreuvé de Spider-Man avec Venom au mois d'octobre. Le tournage de Spider-Man 2 fin 2018 et Silver and Black, le film sur Black Cat et Silver Sable en février 2019. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de news autour de Spider-Man. Damien, Pierre, vous avez des réactions sur Spider-Man ? Pas tant que ça, si ce n'est que le trailer fait vachement envie. En tout cas, il y a des superbes plans, c'est très très beau et je suis très curieux de voir ça. Moi perso, j'ai l'impression que Sony essaye de faire avec Spider-Man ce qu'a fait le DC Universe pendant une vingtaine d'années déjà, avec leur série de films direct tout DVD totalement ouf qu'on a eu toutes ces années. Et peut-être que ça va marcher, mais c'est pas certain quoi. J'ai un peu peur. C'est un pari sur l'avenir. Un peu comme le Batman Ninja du coup quoi. Ah oui, mais alors Batman Ninja, c'est assez particulier quand même. Oui, non mais. Je donnais le référent contemporain des films d'animation de DC. Excusez-moi. Pas de soucis, non, mais c'est normal. On a eu des images de Batman Ninja aussi. Voilà, petite parenthèse très rapide. Vous avez vu des images ? Oui, Batman Ninja, je pense que ça peut être vraiment très très sympa. Enfin, Ninja, je dis Ninja, mais c'est plus samouraï, c'est Japon médiéval, quoi. Et je pense que c'est une bonne idée. Je pense une très bonne idée. Le Joker, en tout cas, a l'air fou. On a eu Samurai Jack, on aura Samurai Bruce. Fantastique. Et vu que les germes et les examens ont fait leur office, j'hérite d'une certaine quantité de news, donc je vais quand même avancer. 2018 sera Spider-Man ou ne sera pas, mais sera également Megaman, parce que Capcom a annoncé dans un stream ce mardi l'arrivée de Megaman 11 sur PS4, Xbox One, PC et Switch.
Donc tout un beau programme. Pour les 30 ans du Héros Bleu, on aura également un revival de la Legacy Collection sur Switch, donc les épisodes 1 et 2, avec l'épisode 1 bénéficiant des avancées en matière de gameplay qu'ils avaient ajouté, notamment un mode rewind si on meurt beaucoup. Qui sera ajouté sous la forme de patch sur les éditions déjà existantes sur les autres consoles. On aura également la collection Mega Man X des épisodes 1 à 8 sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Donc la Switch est plutôt gâtée avec Mega Man. Écoutez les mecs, merci. Maintenant vous faites la même avec Mega Man 0. Non, mais c'est bien d'avoir fait Mega Man 11 après l'échec monumental de Mighty No. 9, mais bon. Tout à fait, oui, parce qu'il faut rappeler effectivement que Mega Man a eu un petit break avec Capcom depuis 2010, le départ de Keiji Inafune. Voilà, en 30 ans d'existence, avec 7 ans de chômage technique, Mega Man a quand même vendu 32 millions d'exemplaires, ce qui est quand même pas mal. Et on souhaite à Capcom que Mega Man 11, ça se passe plutôt bien. On espère. Vous attendez quoi, Pierre et Damien, de Mega Man 11 ? Moi je suis très pessimiste, le trailer donne vraiment pas envie, je trouve ça très très moche et surtout ça manque vraiment d'imagination quoi. Quand je vois ça j'ai l'impression de voir Sonic 4 en fait. Aïe. Ouais, je pensais un peu la même chose, je trouve ça très moche et puis ça fait très redite des anciens Megaman, bon faut voir. À voir, de toute façon ils peuvent pas faire pire que Mighty No. 9, la rédaction s'engage. Je poursuis dans le conducteur parce que cette fois-ci on va aborder un gros morceau parce que cette semaine on a eu les Game Awards. Et oui les enfants, oui. on a eu les Oscars du jeu vidéo qui se sont déroulés cette semaine avec donc beaucoup d'annonces, pas mal de récompenses d'abord, excusez-moi, avec, je vais pas tous les faire, mais on a le jeu de l'année Legend of Zelda Breath of the Wild, oh mon dieu que c'est étonnant, meilleur game design The Legend of Zelda Breath of the Wild, meilleure narration What Remains of Edith Finch, meilleure direction artistique Cuphead, meilleure bande originale Nier Automata et meilleur RPG Persona 5. Voilà, à défaut d'être le GOTY, il est le meilleur RPG. Il a pas mérité du tout. Hein. Pierre, toi tu dois être content parce que t'as Metroid Samus Returns qui est le meilleur jeu portable. Ah ouais, mais en même temps il n'avait pas énormément de concurrence, si ce n'est peut-être le Fire Emblem Echoes. Oui, tout à fait. Et puis on a aussi meilleur jeu VR Resident Evil 7, meilleur jeu d'action Wolfenstein 2, ce qui n'était pas forcément évident compte tenu de l'année que Bethesda vient de traverser sur le plan des pépettes, sur le plan des ventes. Mais c'est assez rigolo, d'ailleurs ils ont fait un spot en mode Save Player One. C'est-à-dire sauver les joueurs solo qui n'ont pas envie de game as a service et qui n'ont pas envie de DLC. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était mort. Non, mais il y a eu tout un élan quand même pour sauver le single player. Bethesda a bien évidemment attaqué EA sur le clusterfuck qui a été Battlefront. Ouais. Bon, c'est sûr qu'il faut préserver le solo. Maintenant, c'est sûr que aussi il faut développer les expériences single player comme des expériences justement, je pense. C'est-à-dire qu'on a fait le tour un peu. Moi, je me rends compte dernièrement que je joue vraiment très peu à single player et qu'à moins qu'on arrive vraiment à renouveler un peu le genre, je préfère les expériences, les trucs un peu originaux quoi. L'avenir c'est peut-être des jeux à système justement avec un vrai travail sur la boucle de gameplay comme on peut le voir notamment avec la Switch, peut-être le jeu Nomade qui se prête à des cycles un peu plus courts peut-être, on verra ce que ça peut donner. On peut passer aux annonces parce que le temps presse, une vraie émission n'est pas une vraie émission s'il n'y a pas, il y a un petit truc qui fait bip bip derrière, je sais pas ce que c'est. Non, c'est la caméra. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une pizza au four, on ne sait pas. Oui, tout à fait. C'est la GoPro. Ah d'accord, très bien. Donc les annonces, on va quand même avancer. Un nouveau Tomb Raider pour 2018, est-ce que ça vous enchante? On va faire hype ou pas hype, ça va aller vite. Bof. Bof. J'ai toujours pas joué au deuxième reboot, donc je pourrais pas m'exprimer non plus. Pierre, Damien, pas d'affection avec Tomb Raider, pas spécifiquement. Osez. Jamais joué. Si, vaguement peut-être au 2 ou au premier, je sais pas. Ok, on va réveiller un petit peu l'audience avec Soul Calibur 6. Voilà. Là, on parle de choses intéressantes. Donc Soul Calibur 6 effectivement qui va revenir sur PS4, Xbox One et PC. Steam, pardon, pas sur PC. Donc ce qui laisse entendre possiblement une version Mac. Voilà, le possesseur de Mac que je suis. Ouais, bien sûr, Oui. bien sûr. On va faire comme si c'était possible. Le jeu japonais qui arrive sur Mac, c'est fantastique. Un nouveau trailer de Death Stranding, jeu mystérieux auquel on ne comprend toujours rien. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas en parler. Parce que ça a l'air incroyablement fou. Guillermo del Toro est clairement présent. Kojima aussi.
Norman Reedus, toujours présent. Mads Mikkelsen qui prend des vacances, visiblement. Qui préfère prendre ses nouilles sur Twitter. Ouais, mais du coup, on comprend un peu ce que Mads Mikkelsen fait dans la première annonce parce qu'il met le doigt sur la bouche, il fait chute, etc. Et là, ça revient, c'est une thématique. Enfin bon, ça va pas mal. Et apparemment, ça parle de ce qu'on comprend du texte. Pardon, parler de Norman Reedus, il faut se taire. Et il y a eu le nouveau Big Bang. Voilà, tout à fait, effectivement, du post-apo. Oui, Charlotte. Mais est-ce qu'on a une date du coup? On n'a pas de date. C'est ça qui est non. magique avec Kojima, c'est qu'il n'y a jamais de date. Ah, bien sûr. Alors. On n'a que des doutes, on n'a pas de date. Voilà. Mais le problème, c'est que cette cinématique, c'est vraiment qu'une cinématique. Et je vois mal comment ça va être appliqué en gameplay, ça. Et d'après Marc Cerny qui bosse sur le jeu, l'histoire prendrait sens après 4 ou 5 heures de jeu. Voilà, un beau programme. Bon, ça, c'est Metal Gear, ça. C'est Metal Gear. On enchaîne avec Metro Exodus qui est annoncé pour l'automne 2018. Ok. Non, c'était bien, mais ça fait longtemps. Donc, est-ce qu'ils vont refaire un troisième épisode qui sera un peu un clone? Ce serait dommage. Shadows Die Twice, qui est le nouveau projet de From Software, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que on poursuit dans le gothique, l'organique et le dark. Eh ben cool. Moi, je suis toujours là. Ouais. Mais ça ressemble beaucoup à du Bloodborne. Oui, tout le monde attendait Bloodborne 2 et on devra attendre un petit peu peut-être. Ou peut-être que c'est un... Peut-être que c'est Bloodborne 2 caché, mais... Oui, peut-être que c'est un nom de code, on ne sait pas. Lodo Prodige, qui est disponible cette semaine, le DLC numéro 2 de Breath of the Wild. Hype, pas hype? Personne ne l'a payé autour du plateau, c'est fantastique. Non, c'est pas ça, c'est que moi, par exemple, j'aurais pas mis Zelda en GOTY, donc déjà, on est mal barré. On en parlera à l'occasion de l'émission de fin d'année où on va décerner nos awards. Bien sûr. Évidemment, parce que n'hésitez pas. Voilà, je fais un petit peu de teasing, wink wink. On enchaîne avec A Way Out, présenté pour le 23 mars 2018 avec un seul jeu pour deux, c'est-à-dire que les joueurs n'auront pas besoin d'avoir chacun le jeu pour y jouer. On pourra y jouer en local. Bonne nouvelle? Non, il y aura surtout un friend pass. Il y aura un friend pass aussi. C'est là que tu pourras inviter quelqu'un dans ta partie. Tout à Ça fait. c'est bien, ça faisait peut-être longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de choses avec les Game Boy Advance et tout ça. On avait l'habitude de pouvoir partager avec un seul jeu ou une seule cartouche. Non, mais là, c'est c'est que le jeu est exclusivement coop. Oui, bien sûr. Mais t'es obligé de jouer avec quelqu'un. Oui, mais donc il y avait aussi plein de jeux qui étaient en coop et qui étaient faits pour la Oui, bien coop, sûr. mais là où quand même tu devais acheter tous les deux bien une sûr. cartouche différente. Et on va avancer In the Valley of Gods par les créateurs de Firewatch. Ah, nice. Hype, pas hype? Ouais, Celui-là, il m'intéresse un peu. Damien? Moi, je suis pas spécialement jeu vidéo de base, mais ouais, pourquoi pas celui-là. Pourquoi pas. Et on va refermer ce point avec deux news. Bayonetta 3 annoncé sur Switch. Voilà, PJ depuis la régie qui pète un câble. Oui, super. Donc Bayonetta 3 annoncé sur Switch avec un bundle du 1 et du 2 dans une édition collector prévue pour le mois de février. Joli. Les gens sont hype. Oui. La hype? Oui. Bon, oui, c'est pas non plus la méga hype, mais oui, c'est bien. Bravo. C'est une prise de risque par Hideki Kamiya qui rappelle à... Non, c'est pas une prise de risque en revanche. Là, pour le coup, non. Mais... Bayonetta 2 avait pas forcément eu énormément de succès à cause de la mais Wii c'est U, parce mais... qu'il était entre deux formats. Oui, on va voir ce que ça peut donner, mais force est de constater que l'annulation de Scalebound rebat un petit peu les cartes chez Platinum Games, qui poursuivra son partenariat avec Sega et Nintendo. Et enfin, dernière news, au PlayStation Experience cette fois-ci, Medieval remasterisé sur PS4. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel on incarne un squelette qui s'appelle Daniel Fortesque. C'est un jeu de plateforme 3D sorti sur PlayStation 1. Dis-toi que c'est comme le remaster de Crash Bandicoot. C'est comme Crash Bandicoot. Ok. J'aime bien qu'un squelette ait un nom de famille en tout cas. Ok. Bon, bah. J'aime bien. Non, mais voilà. Il y a un franc-parler autour de ce plateau. Donc, la hype est modérée, on va dire. L'année 2018 se présente sous des beaux auspices quand même. Non, mais ce qui m'a hypé pour 2018, c'est les projets passés déjà. C'est D'accord. les projets qu'on a déjà été annoncés avant, quoi. D'accord, très bien. Bon, on va refermer ce point news. Vous pouvez toujours nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, hyperlink_RVL sur Twitter et sur Twitch. Déboulez dans le chat, on va vous lire. Après la pause musicale, évidemment. Cette fois-ci, c'est Johnny Hallyday et Mystère Amer, parce qu'effectivement, on ne peut pas échapper à l'actualité. Le morceau s'appelle Le temps passe. À tout de suite. C'est bête que t'aies pas mis que je t'aime en japonais. Ah oui. C'est bête, effectivement, mais ce morceau est cool. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de billes et de pixels, où on aborde l'actualité et l'écosystème. Il est passé en mode full Pacific Sound 3003. Ah mon Dieu. Il va être diffusé sur FIP. Hashtag yaourt nature. Du coup, on continue l'émission. Alors on passe aux cases critiques avec le petit jingle qui va bien. Pareil, on va commencer la case critique avec Pierre qui va nous parler de We Are X, le film consacré à l'histoire du groupe mythique X Japan.
Merci Karel. Donc j'ai vu cette semaine le film We Are X, le documentaire sur le groupe X Japan par Stephen Kijak, sorti aux États-Unis en janvier 2016. Donc il aura fallu attendre près de 2 ans pour voir ce film sortir chez nous via une distribution limitée à 11 cinémas dans toute la France. C'est fort regrettable car que vous soyez fan ou non du groupe dont il est question, c'est un documentaire qui vaut largement le coup d'œil. Alors, je crois pas que je vais vous faire l'affront de vous présenter le groupe X Japan ici. Peut-être quand même pour certains auditeurs, peut-être. Bon, alors pour les deux du fond, on va résumer très vite. X Pour moi Japan, aussi. c'est un groupe de métal japonais mythique et un des rares groupes japonais dont la réputation dépasse de loin les frontières de son pays. Fondé en 1982, le groupe compte en 2007 plus de 30 millions d'albums et 2 millions de vidéos vendues. Au pays du soleil levant, X Japan est considéré comme précurseur du mouvement Visual Kei. Donc c'est un groupe important dans le monde de la musique en général. Alors, le film qui nous intéresse ici retrace toute la success story du groupe et notamment de son singulier leader, Yoshiki. De la perte de son père à l'âge de 10 ans à la montée en puissance de X Japan au Japon, en passant par la séparation du groupe en 1997 pour finir sur sa reconstitution en 2007, c'est 30 ans d'histoire d'une légende de la musique qui est racontée dans un film qui ressemble davantage à une véritable dramaturgie qu'à un récit d'aventure vers la gloire. Trahison, amitié brisée, chute en enfer, mort tragique, tout est là. Car si le groupe a mobilisé d'innombrables fans invétérés au Japon et dans le monde entier, c'est aussi un groupe qui est habité par la mort. Celle-ci côtoie les membres d'X Japan depuis toujours tel un passager récurrent de leur vie. Le suicide du père de Yoshiki, l'état de santé du leader du groupe, la mort accidentelle du guitariste Hide, le suicide de l'ancien membre Taiji, c'est comme si X Japan cohabitait avec la faucheuse depuis toujours, ou plutôt la défiette en permanence du regard. Il est impressionnant par exemple de voir Yoshiki signer des autographes, une attelle à la main, dû à sa santé déplorable depuis sa naissance, et pourtant se déchaîner en concert, frappant sa batterie telle une bête sauvage jusqu'à l'asphyxie. X Japan côtoie la mort, mais refuse d'accepter la fatalité. We Are X, c'est l'histoire du trépas, mais aussi de la renaissance. Trouver la force en soi de vivre, même si la fin frappe à la porte. Malgré sa tragédie, We Are X est un film positif, fort et optimiste. Alors tout ça c'est bien beau, mais là tu nous parles d'un drame, alors qu'on parlait à la base d'un documentaire. Est-ce que ce film nous montre ou nous apprend des choses intéressantes sur un point de vue strictement documentaire sur le groupe ? Rassure-toi, oui. Le film nous fait suivre avant tout le leader du groupe, Yoshiki, et le chanteur Toshi, qui se livreront au cours de nombreuses interviews touchantes de sincérité. On regrette d'ailleurs que l'attention soit surtout portée sur Yoshiki et que les autres membres du groupe soient autant laissés à l'ombre durant le film. Outre des producteurs, critiques musicales et autres experts venus du Japon, on retrouve aussi dans ce film des témoignages d'artistes occidentaux tels que Gene Simmons de Kiss, Marilyn Manson, Wes Borland de Limp Bizkit, et même un cameo de Stan Lee. Pourtant, ils n'ont pas encore été absorbés par Disney. Le film est agrémenté de nombreuses vidéos d'archives et concerts du groupe et aborde les sujets les plus sensibles. On passe par exemple par la jeunesse difficile de certains membres, le suivi médical de Yoshiki ou même les problèmes de racisme dont le groupe a été victime lors de leur intention de s'internationaliser. Le passage le plus émouvant pour ma part est celui où Toshi rejoint une secte, ce qui l'affaiblit considérablement aussi bien physiquement que mentalement, et signé à la fin du groupe en 1997 avant leur reconstitution en 2007. Un long passage à vide où la réalisation se permet quelques fulgurances visuelles entraînant le spectateur dans la chute que vit X Japan. Du coup, ce film, tu nous le recommandes ? Oh que oui, je vous recommande chaudement We Are X, que vous soyez ou non fan de X Japan ou même de métal en général. En plus de narrer l'histoire d'un groupe important et pas si connu que ça en France, c'est un film qui raconte le combat d'un symbole face à la mort. Une véritable tragédie en 3 actes, se voulant pourtant être un véritable hymne à la vie. Si vous avez la chance d'avoir un cinéma qui diffuse ce documentaire à côté de chez vous, je vous recommande vivement de vous jeter dessus, car c'est très certainement un de mes films de l'année. Eh ben merci beaucoup Pierre, est-ce que ça vous donne envie de... Ah oui, grave, t'en as parlé vachement bien, c'était très joli. De découvrir le groupe X Japan, si vous ne le connaissez pas déjà. Moi c'est surtout la bande-annonce qui a l'air vraiment incroyable, ouais, effectivement. Apparemment ils ont complètement pété un câble. Ouais, parce qu'effectivement c'est très radiophonique, suivez-nous sur Twitch, on a les images derrière. Non mais bon, la bande-annonce d'ailleurs on voit les fans qui se déchaînent qui se déchaînent en vidéo, et c'est impressionnant dans le film quand tu vois par exemple des fans en train de s'évanouir quand ils voient les X Japan passer, c'est vraiment impressionnant. Donc bonne grosse reco de cette émission, j'imagine bien. On va passer à un autre sujet qui fait jaser sur le chat. On a vu les réactions pendant la pause, notamment Phenom et Tim, qu'on embrasse très fort, qui discutaient sur la qualité de Mazinger Z Infinity. Figurez-vous qu'on va en parler tout de suite. Et c'est Charlotte qui va me donner la réplique. Et oui, alors Karel, Mazinger Z Infinity, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, tout d'abord, avant d'attaquer Mazinger Z Infinity, on va faire une petite remise en contexte, étant donné que l'émission est consacrée à Gonagai, et on salue Antoine Guimbert.
dans la régie. Alors, après le carton d'Astro Boy et la première série de robots géants Tetsujin 28, Mazinger Z sort en 1972. C'est alors la première représentation d'un robot géant piloté de l'intérieur. Et en imaginant ce personnage iconique, au gré de bouchons, Go Nagai a inventé sans le savoir le genre du super robot, qui désigne un genre de série où le héros va triompher de monstres géants à l'aide d'un robot, dans des combats souvent exubérants et surréalistes. Ce genre n'est pas à confondre avec le Real Robot, initié par le Gundam de Yoshiyuki Tomino, on y reviendra plus tard, mais dont on vous avait déjà parlé dans le numéro 22 d'Hyperlink, en compagnie de Jean-Philippe Dubrul. Un peu d'autoréférencement, ça fait du bien. Bref, Mazinger, c'est une chronologie avec Mazinger Z, suivi de Great Mazinger, suivi de UFO Grandizer, connu chez nous sous le nom de Goldorak. Maintenant, on attaque Mazinger Z Infinity, qui commence plusieurs années après la fin de Great Mazinger. La Terre profite alors d'une paix et d'une prospérité absolue grâce à l'utilisation de l'énergie photonique. Les robots géants sont devenus des pièces de musée pour rappeler à quel point la paix s'écoule. Et Koji Kabuto a repris les travaux de son grand-père et a rangé les armes, tandis que Tetsuya Tsutsui s'apprête à devenir jeune papa. C'est alors qu'un gigantesque robot de l'Empire Mycène est découvert sous le mont Fuji, ce robot répondant au nom d'Infinity. Alors pour rappel, l'Empire Mycène, c'est l'origine des robots dans la série. Une androïde qui s'appelle Lisa en sort et explique à Koji que ce robot détient le pouvoir de voyager entre les dimensions et de modifier le monde selon la volonté de son pilote. C'est alors que le Dr Hell refait surface avec son armée et kidnappe Tetsuya pour prendre le contrôle d'Infinity. Alors le super robot est un genre qui donne toute sa place à l'action. Est-ce que Mazinger Z Infinity en respecte les codes ? Alors malgré le lifting des personnages plutôt jolis, on est bien face à du super robot à l'ancienne, avec tout ce que ça implique, de jouissif mais aussi de régressif. Évacuons le sujet d'emblée déjà, oui les robots sont intégralement animés en CGI, on aime ou on n'aime pas, c'est pas forcément le débat le plus intéressant sur ce film. Le rendu est globalement assez saccadé, même si les combats du dernier tiers sont bien plus péchus. Dans l'ensemble, les scènes d'action sont assez brouillonnes, mais on a quelques fulgurances, notamment le combat presque final contre le baron Ashura et le comte Brocken, qui est plutôt stylé. Dans l'ensemble, l'exubérance du genre donne lieu à des chorégraphies qui tirent parti des designs de chaque ennemi, mais la mise en scène est totalement illisible, ce qui est un petit peu dommage. Les combats servent surtout à déployer une palette de coups dans un tourbillon d'explosions avec tout le monde qui hurle le long des attaques. Du coup, au final, c'est un petit peu brouillon. Mais le film souffre surtout par sa structure bancale dans son scénario. Ça commence par le kidnapping de Tetsuya, par exemple, pour ensuite faire un flashback de 6 mois façon Citizen Kane, sauf que la boucle ne sera bouclée qu'au gré d'une ellipse narrative entre deux scènes d'exposition qu'il faudra intercaler soi-même parce que le film ne va pas te le dire en fait. Donc la trame est pas très lisible et donne l'impression d'un tunnel d'exposition entre deux grosses scènes d'action et c'est un peu dommage. Pour ce qui est de l'exposition, elle n'est pas du tout naturelle. L'introduction de Koji va se faire littéralement par le biais de scientifiques qui le voient passer dans un couloir et qui vont chuchoter « Hey, mais c'est Koji Kabuto !» et raconter tout ce qui s'est passé dans sa vie entre la fin de la série et le début du film. Donc c'est pas du tout naturel. Le vocabulaire pseudo-scientifique donne au scénario une fausse complexité, quitte à rebuter les plus jeunes. Les gamins parlaient beaucoup derrière mon épaule par exemple. Il y avait beaucoup de gamins dans la salle avec leurs parents. Mais les gamins ne comprenaient pas forcément tout le temps ce qui se passait, et ce qui est un petit peu dommage quand il s'agit de faire découvrir un tel personnage à une nouvelle génération. Allez-y à 22h. Allez-y à 22h. Le personnage de Lisa, seul personnage 100% original du film, est bateau de A à Z. Il s'agit de la fille qui va poursuivre le héros, l'encourager, tout en détenant un pouvoir mystérieux qui détient la clé de la résolution de l'intrigue dans un twist assez mal exécuté et dont je ne suis pas encore sûr d'avoir tout compris au moment où nous enregistrons cette émission. On va donc la montrer à l'écran tout le temps dès que le scénario le permet, à défaut de le justifier. Le deuxième acte est peut-être le plus intéressant du film. Il apporte de nombreuses scènes d'introspection plutôt jolies qui apportent une vraie remise en contexte des enjeux et font avancer les intrigues de chaque personnage. Malheureusement, c'est encore une fois très décousu. On passe d'un arc narratif à l'autre sans aucun travail de raccord thématique ou visuel. Donc plutôt qu'un problème d'écriture, c'est vraiment un problème de montage. Mazinger Z, c'est aussi des thématiques, et est-ce qu'elles sont respectées ? Alors, sans proposer grand-chose de neuf, le film n'a pas été réalisé par Go Nagai, mais il en respecte les thématiques et c'est ça qui est plutôt cool, notamment dans le plan du Dr Hell, qui synthétise super bien l'œuvre de l'auteur. Alors, on va glisser en zone spoiler. Plutôt que de détruire le monde avec le pouvoir de jongler entre les dimensions, le Dr Hell va observer la réaction des leaders politiques du monde face à un danger et juger si le monde vaut la peine d'exister. Et en fait, du coup, le monde que les héros vont défendre est un objet d'étude. Et à partir de là, il y a une grille de lecture analytique qui se met en place, et notamment politique. Et ce qui ressort de cette grille, c'est l'incapacité des humains à s'accorder sur un système de valeurs commun qui mettrait fin au conflit qui les déchire déjà, en fait. Et ça, c'est de l'épaisseur, c'est intéressant. Enfin, ça montre qu'il y a vraiment, voilà, il y a un sous-texte qui mériterait d'être abordé. Et en fait, le Dr Hell pose la question tout simplement, vivons-nous dans le meilleur des mondes possibles ? Ce quoi Koji va lui répondre, nous vivons dans le monde que nous choisissons de construire. Et c'est là que les thématiques de Go Nagai entrent en jeu, notamment par le fait que l'arc principal initié par le chapitre 1 de Mazinger Z va être bouclé dans ce film, avec une réminiscence de ce que dit le grand-père de Koji
au tout début de la série. Avec ce robot, tu pourras devenir l'égal d'un dieu ou d'un démon. Celui qui va donner au monde sa direction, c'est donc précisément celui qui accepte sa part d'inhumanité pour dépasser sa condition. Et ici, c'est donc le pilote du robot. Le gros problème du film, c'est qu'il ne s'adresse qu'aux fans. On n'est pas dans le cas d'un Pokémon Je te choisis, c'est pas aussi catastrophique, mais si on n'a pas suivi la chronologie des séries précédentes, on est totalement paumé. Rien n'est expliqué, rien n'est introduit, et en fait, voilà, on assiste à un manège de personnages qu'on aime beaucoup et qui vont tous avoir leur heure de gloire, de manière relativement décousue, je l'ai déjà dit. Donc au final, Mazinger Z Infinity est sacrément bancal, a quelques bonnes idées, ça se laisse regarder. On peut saluer l'effort d'Eurozoom de distribuer le film chez nous avant le Japon, surtout avant son exploitation au Japon, oui, qui ne se fera qu'en janvier 2018. Mais pour un vrai hommage à Go Nagai, il faudra sans doute attendre, Devilman Crybaby de Masaki Uasa sur Netflix en janvier prochain. Voilà, donc j'en ai profité pour faire une petite introduction pour le débat qui va suivre derrière. Très très bien. Je sais que Pierre, tu as vu ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Ouais, en fait, t'as tout résumé. Donc, si je donnais mon avis, ce ne serait que de la redite. Non, mais je sais par exemple que tu vois, Phenom avait été un petit peu plus critique sur le film que toi. Enfin voilà, c'est un film qui fractionne beaucoup. Il y a les fans qui adorent et des gens qui sont peut-être un petit peu plus critiques parce que c'est peut-être un rendez-vous manqué avec un public. C'est dommage que le film s'adresse qu'aux initiés, parce que déjà qu'en France, Mazinger, ce n'est pas plus connu qu'à travers le prisme de Goldorak. Du coup, il aurait vraiment fallu une remise en contexte de la licence pendant 5-10 minutes au début du film. Ouais, très clairement. Je pense que le film en souffre. Et vous, ça vous fait envie ou pas ? C'est que moi, ça me dit qu'à l'international, le film va être quand même plutôt limité parce que la France a été le deuxième marché de Go Nagai en fait. C'est-à-dire que Goldorak, ça a été un phénomène pop culture en France, mais pas dans les autres pays européens. En Italie. Oui, en Italie aussi. Les Italiens, ils sont fans de Go Nagai. Les Italiens sont des énormes fans de Go Nagai. Ils ont limite eu plus de séries de Nagai que nous. Ah, ils ont tout eu. Ils ont eu des robots. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des épiphénomènes à chaque fois en fait, et que, enfin, c'est un film qui a été produit pour le Japon, pour la France, pour l'Italie du coup, et quoi d'autre, pas grand chose. Toi, Charlotte, par exemple, qui t'as initié à Go Nagai très récemment, est-ce que ça te fait envie ? Très récemment, pour bien travailler pour l'émission. Tout à fait. Pourquoi pas regarder tout le lore de Mazinger et regarder ça après, mais là. Effectivement, ça semble être beaucoup de prérequis pour pas tant de plaisir que ça, donc je sais pas quelle est la balance exactement. Mais pourquoi pas ? Après, disons voilà, il faut lire les séries avant, quand même. Je pense que c'est préférable. C'est tout pour ces critiques. On s'écoute tout de suite une petite pause musicale assez courte, parce qu'on va enchaîner ensuite avec une interview avec Alexandre Regreny, patron de Black Box Édition, en charge de l'édition de Go Nagai en France. Pour l'heure, on s'écoute évidemment Ichiro Mizuki, qui nous chante le générique de Mazinger Z. De retour dans Hyperlink, après cette pause quand même assez brève. J'ai une petite question. Oui. Il faudra demander aux producteurs de notre chère station préférée pourquoi ils ont cité exactement ces villes-là dans le jingle. Voilà, je ne sais pas. Parce que Bourg-Palette, Métropolis et Gotham City n'existent pas peut-être. D'accord, ok, voilà. C'est valide, excuse-moi. Je ne sais pas, hein, je fais des petites théories comme ça. Du coup, après cette pause relativement courte, pourquoi cette pause était courte ? Parce qu'on a une longue interview d'Alexandre Regreny, une dizaine de minutes, hein, restez avec nous évidemment, qui va nous se livrer sur quelques anecdotes, l'édition de Go Nagai en France, l'arrivée de Go Nagai en France, et qui va apporter quelques éléments de cadrage autour de l'œuvre de cet auteur. On le remercie évidemment d'avoir répondu à nos questions. C'était un échange extrêmement intéressant. Et donc je vous propose qu'on commence dès maintenant à écouter cette interview. À tout de suite. Alexandre Regreny, bonjour. Bonjour. Alors, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es fondateur de Black Box Édition. Oui, tout à fait. J'ai commencé chez Manga Distribution il y a 17 ans. Et puis après, chez Rouchitron Productions. Et la première société que j'ai faite, c'est RG Square. On était 4 amis en fait. On a vendu à Guy Delcourt, des éditions Delcourt. Et après, on a créé à plusieurs aussi Black Box. Donc Black Box, vous vous adressez à peu près à quel public ? Alors au départ uniquement à la vidéo, parce que le livre, on a appris ce métier-là il y a 3 ans.
c'est tout frais. Pour la vidéo, écoute, on est un peu dans la même ligne éditoriale qu'avait Déclic Images à l'époque. C'est quelque chose qui était représentatif pour nous. Donc démocratiser l'animation, le rendre accessible au maximum, c'est-à-dire éviter les tarifs trop importants et puis essayer de faire découvrir un maximum de personnes des œuvres qu'on estime bien chez nous. Vous avez quand même énormément de classiques dans votre collection. Vous avez Space Battleship Yamato, vous avez, on va en parler, Go Nagai. Quelle était ta rencontre avec Go Nagai ? Alors ça s'est fait en fait avec un mariage, parce que le problème de Black Box, c'est qu'on est la seule entreprise familiale de cette taille-là, et c'est devenu un peu problématique parce qu'effectivement on a des concurrents qui sont Dargo ou Kazé, et c'est pas la même échelle de budget ni de moyens. Donc on a dû se marier. On s'est marié avec J-Pop, qui est l'équivalent de Pika en Italie. Et c'est ce mariage-là qui nous a permis en fait d'acquérir en commun des œuvres. Donc Go Nagai, ça a commencé comme ça en fait. C'était le souhait de vouloir faire Goldorak, parce qu'en vidéo on a fait les OAV de Mazinger et on aurait aimé faire du papier. Voilà, c'était un petit peu laborieux, ça a mis plusieurs années, et puis on a réussi à se mettre d'accord tous les trois. Ça veut dire Go Nagai avec Dynamic, J-Pop et puis nous quoi. D'accord, et donc à partir de là, vous avez entrepris avec Black Box de publier ces œuvres complètes. Alors le but au départ, ça a commencé à changer un petit peu, mais c'était de tout faire. D'accord. Voilà. C'était un peu ambitieux. Alors au départ, évidemment, ceux qui nous plaisaient le plus, c'est-à-dire Goldorak, Devilman surtout, même devant Goldorak, parce que Goldorak c'était plus commercial et puis nostalgique qu'une œuvre vraiment emblématique, tu vois. Voilà, c'est pas l'œuvre du siècle non plus. Par contre, Devilman, c'est un très très bon titre, donc ça c'était vraiment celui que je visais, ce qu'on visait en priorité. Voilà, mais c'est pas facile. Les œuvres de Go Nagai sont très difficiles à vendre. Tu vois, en dehors de Goldorak, le reste c'est très difficile à. Il y a des fans absolus, un peu comme pour Lupin, mais après pour toucher un public plus large, je trouve que c'est quelqu'un qui est très cru et où ça peut être assez violent, c'est très difficile à placer en librairie. Alors la question, effectivement, tu l'as souligné toi-même, c'est que Goldorak, c'est une œuvre générationnelle, c'est le minimum qu'on puisse dire, mais fondatrice aussi, parce que c'est ce qui a permis à la Japanimation vraiment de s'installer dans le paysage culturel français et de pérenniser aussi la Japanimation en France et en Europe. Mais tu le dis toi-même, aujourd'hui, peut-être que Devilman parle plus au lectorat. Est-ce qu'il y a une évolution du public, ou est-ce que c'est un nouveau public qui le découvre à travers un nouvel angle de son œuvre qu'on connaissait pas forcément à l'époque? Alors c'est très drôle parce que je me suis un peu planté sur la cible au départ. Black Box c'était vraiment pour le trentenaire et le quadra, parce qu'en fin de compte depuis quelques années les éditeurs se focalisent sur le shonen et en fin de compte certaines personnes dont moi on s'emmerde un petit peu parce que tout est un petit peu cucu et il manque de programmes un peu plus hard, tu vois. Et donc on s'est dit on va trouver une petite alternative pour nous-mêmes déjà pour pouvoir regarder des trucs qui nous intéressent, puis pour les lecteurs. Et en fin de compte on s'est rendu compte depuis 1 an et demi qu'en fait on touchait plutôt les 25-30, tu vois, la cible en dessous, et qui n'était pas du tout visée au départ parce qu'on pensait pas qu'ils s'intéresseraient à du Devilman. En fin de compte cette génération-là est plus curieuse qu'on ne le pensait. Est-ce qu'il y a aussi différentes dimensions à son œuvre? Il y a les super robots d'une part avec Mazinger, avec Goldorak évidemment, avec Gator Robot aussi, avec Ishikawa, et puis aussi Kotetsu-Jig qui parlait plutôt au public des années 70-80. Il y a eu Son Paradis avec les œuvres un peu érotiques. Bon, ça n'a absolument pas touché l'Europe dans un premier temps. Un peu Cutie Honey, Chéri Miel chez nous, mais très très rapidement. Et puis il y a eu l'Enfer qu'on n'a pas du tout connu et qu'on redécouvre aujourd'hui. Est-ce que on redécouvre ces dimensions-là par l'influence qu'elles ont eue sur les auteurs contemporains? Oui, je pense que le retour de Goldorak est vachement lié à ça, et aussi au fait que les gens recherchent des choses qui sont plus matures, et c'est vrai que par curiosité, je sais pas pourquoi il est redevenu à la mode, parce que c'est venu là ça fait 1 an et demi qu'il est à la cote entre guillemets en Europe, donc en dehors de parce qu'en fait tout ce qui est robot, Go Nagai c'est pas un truc qui le passionne, hein. Si tu parles avec lui pour acheter des licences, Goldorak il s'en fout, Mazinger, bon,
tout ça c'est bien, c'était des commandes qu'il avait qui étaient alimentaires, ça le passionne sans plus. La preuve c'est que ce sont ces séries les plus courtes, donc il passe vite la main à des assistants pour faire des continuités si ça fonctionne, mais il s'applique très peu dans les séries comme ça. Les séries qui ont de la valeur à ses yeux, où il a pu exprimer entre guillemets son art, c'est Devilman et surtout Violent Jack. Et là, il y a un réel investissement de l'auteur. Mais sinon, sur les robots, en général, voilà, c'est 1, 2, 3, 4 tomes. Et puis après, quand il faut continuer, en général, il relaie ça à un assistant. Il n'aime pas trop qu'on l'identifie au mecha, alors qu'il préférait être identifié au fin fond de la race humaine, tu vois, Dante, tout ça, il montre un petit peu ce que l'homme est capable de faire. Oui, d'ailleurs, il a signé une Divine Comedy qui est assez intéressante. Il y a peut-être une dissonance entre l'intention artistique de Go Nagai, c'est-à-dire vraiment d'essayer de travailler la mythologie, de travailler peut-être un petit contexte sociologique au Japon avec Fukushima qui se prête peut-être aussi à un angle un peu politique et une relecture politique de Go Nagai, je ne sais pas. En fait, il y a peut-être une vraie dissonance entre l'auteur et son public. Oui, tout à fait, parce que souvent on nous demande absolument Go Nagai, on nous demande Mazinger Z et Goldorak, et puis on va pas s'intéresser au reste. Alors que quand on pousse un peu les gens à s'intéresser à Devilman, ils disent ah ouais, c'est génial. Effectivement, c'est génial. Et puis ça parle encore plus maintenant, parce que maintenant toutes les relations humaines et sociales dans le monde entier commencent à exploser, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Enfin, c'est exactement ce qu'il disait dans Devilman. Ça veut dire que tant que la race humaine est bien cerclée par des lois, régie par plein de choses, les gens restent calmes. Mais quand il y a un déséquilibre entre les richesses ou des problèmes liés au pétrole ou à l'alimentaire, les gens deviennent des monstres entre guillemets. Je veux dire, personne, ce qu'il explique, il y a le concept de Devilman, c'est que personne n'est tout blond ou tout noir, tu sais. Oui, bien sûr. Donc, on a tous une part de démon en nous, c'est-à-dire que tant qu'on ne nous pousse pas dans nos retranchements, tout va bien. Quand on nous pousse un peu trop, la partie un peu plus animale, elle sort. Et effectivement, je trouve que son œuvre, elle est intemporelle. Et Devilman, j'ai commencé à la lire, moi, il y a plus de 20 ans. Tu le relis maintenant, ça a encore du sens. On avait fait un petit sondage en préparation de cette émission. On avait un petit peu sondé nos auditeurs pour savoir quelles étaient les œuvres qu'ils retenaient de Go Nagai. Et effectivement, ce qui est amusant, c'est qu'on voit que Devilman revient énormément. On voit également Violence Jack. Alors on sait que ça risque d'être un peu compliqué à éditer chez nous. Mais surtout, ce qui est assez amusant, c'est que dans les influences que Go Nagai a eu, on voit, et j'y avais pas forcément pensé, on voit énormément Berserk qui revient. Oui, bien sûr. Est-ce que Berserk aurait participé peut-être à une résurgence de Go Nagai dans le paysage ? Je pense que la montée du succès de Berserk a fait que les gens ont cherché des genres similaires, et automatiquement tu tombes assez rapidement sur Violent Jack et sur Devilman. Parce que Ken, le survivant, Ken, c'est soft à côté de Violent Jack. Moi, quand j'ai reçu les 2 premiers tomes, parce qu'au début je voulais m'y intéresser pour l'éditer, si tu veux, le premier chapitre, j'ai hésité. Je me suis dit waouh, quand même, c'est chaud. Et surtout que c'est une série en 34 tomes, si je dis pas de bêtises, 36, 34, je sais plus. 6 viol par tome minimum. Ouais, c'est ça quoi. Non, c'est vraiment hard, c'est vraiment montrer le côté. Comment l'homme pourrait se comporter dans un monde apocalyptique. Bon, on serait pas loin de la réalité, je pense. Mais effectivement, le problème de l'édition, c'est ce que je lui explique là, on n'arrive pas à s'entendre, c'est que pour éditer Violent Jack, nous, on n'est pas capable, et qui que ce soit un Glénat ou un machin, tirer 20 000 exemplaires de Violent Jack, faut les trouver quoi. Pour conclure peut-être, est-ce que tu as une œuvre qui selon toi synthétiserait le mieux le travail de Go Nagai, tout simplement quelle est ton œuvre préférée en fait? Devilman, ouais. Alors la Divine Comedy c'est vraiment top, parce que je sais pas ce qu'il a fumé ce jour-là, mais il l'a fait de façon magistrale, ça faut l'avouer. Alors on rappelle juste que la Divine Comedy... Si tu trouves l'œuvre d'origine chiante à mourir, lui il l'a rendu quand même vachement attractive, donc je trouve qu'il a fait un énorme travail. Après t'as beau lire tout ce qu'a fait Go Nagai, Devilman ça reste je sais pas ce qu'il avait à cette époque là, mais c'est surtout en ce moment je te dis avec le terrorisme et tout, ça a encore plus de sens de le lire. Et on est de retour, j'espère que ça vous a plu. L'interview est évidemment cutée un petit peu. On vous fera peut-être une retranscription complète de tout ce qui s'est dit sur le site de VL évidemment. Pierre, Damien, est-ce que vous êtes avec nous ? Je suis là. Ouais. Fantastique. Eh bien écoutez les enfants, je propose
qu'on passe au débat. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison. C'est parti, Go Nagai, donc le grand sujet de cette émission. Faisons un petit rappel des faits tout d'abord, parce qu'on a eu effectivement, voilà, j'ai expliqué la genèse du super robot, mais ce monsieur n'a pas fait que ça dans sa vie. Il a fait en effet des robots, mais il a fait également, du haut de ses 71 ans et de ses 50 ans de carrière, toute une œuvre articulée autour des notions de paradis et d'enfer. Alors le paradis, c'est plutôt une exploration des thématiques un peu érotiques, de la comédie avec Cutie Honey, que tu as beaucoup apprécié. Oui, que j'adore. Avec l'école impudique en 68, qui a redéfini un petit peu la place de la nudité dans la bande dessinée. Et également Keiko Kamen en 78, 10 ans plus tard. Et de l'autre côté, il y a l'enfer, avec donc Devilman, avec Violence Jack, avec la Divine Comedy, des tas d'œuvres plutôt horrifiques qui vont provoquer le goût du Thanatos chez le lecteur. Et à partir de là, il ressort que Go Nagai, dans les années 70, a transgressé énormément de codes de la bande dessinée pour mieux en fonder de nouveaux. Et c'est là peut-être le plus grand accomplissement de son œuvre, c'est d'avoir influencé tous les genres, d'avoir touché à tout, le dessin de presse, la comédie, le policier, l'horreur, l'érotisme. Et on va en parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, disons que Go Nagai, c'est une esthétique. C'est une esthétique. C'est une esthétique et Charlotte, je crois que ça t'a vraiment interpellé cette esthétique. Oui, parce que je lisais le premier tome de Devilman et je trouvais qu'il y avait des confrontations qui étaient très intéressantes, donc je vais vous en parler. Donc, no spoil, enfin c'est gentil, j'analyse vraiment juste le début du premier tome. C'est le tome 1. Ouais, donc lancez-vous quand même, n'ayez pas peur. Et c'est génial. Ça cite Jean-Paul II en plus. Pardon ? Ça cite Jean-Paul II en plus. Ça cite Jean-Paul II. Et tout. N'ayez pas peur. Ah, oh. Bref, on enchaîne. Alors donc, le début de la série est clairement divisé en deux parties. Le monde du protagoniste Akira, un adolescent japonais, et le monde des démons, les créatures qui peuplaient la Terre depuis avant l'apparition de l'homme. Chaque univers est différencié par un style graphique très différent. Akira et ses amis sont caractérisés par des gros yeux, une expressivité marquée, une économie des traits dans leurs dessins et des formes généralement rondes. Pour les démons et leurs univers, ils sont dépeints par des expressions exacerbées, des corps déformés, des lignes tortueuses et anguleuses. Nous pouvons le voir comme une métaphore de la confrontation de deux espaces-temps, celui du Japon du XXe siècle d'Akira et celui des démons ancestraux d'une planète sauvage qui précéderait aux êtres humains. Donc d'un point de vue pratique, le phénomène de séparation est également marqué par le trait épais qui délimite les cases de la BD. Et là on peut voir peut-être une redéfinition des caractères de la bande dessinée comme ce que tu parlais. Mais les univers graphiques restent pas séparés bien longtemps, ils sont rejoints par un certain événement. Oui, oui, ils se rencontrent et ils fusionnent à partir du moment où Akira lui-même fusionne avec un démon. Bon, si je vous spoil pas grand chose, ça s'appelle Devilman, donc fallait s'en douter. Une histoire de Devil et une histoire de Man. Devilman. Donc à partir du moment où il fusionne avec un démon, ce qui le fait devenir vachement mystérieux. Donc il a des sourcils vachement plus épais et de l'eyeliner, attention. La transformation diégétique d'Akira passe aussi par une transformation graphique, puisque la définition de ses traits mute. Donc ses sourcils sont plus accentués, son menton devient anguleux, la ligne inférieure de ses yeux est marquée. On peut comparer avec la transformation des Magical Girls, à laquelle Go Nagai se référence dans Cutie Honey par exemple. Ce changement de graphisme amène également un changement du point de vue de la sexualité. Miki Makimura, une jeune fille de l'âge d'Akira, dont la famille héberge le protagoniste, fait une remarque méta suite à son changement de comportement. Son image est différente, je viens de faire des guillemets avec mes doigts, dit-elle dans le tome 1 au chapitre 5. La semaine dernière, nous avions parlé de Thanatos. Tout à fait. Cette semaine, ce sera incontournable, donc, puisque tu l'as déjà dit. Et on va également parler de l'Eros, qui est toujours, Thanatos et Eros toujours ensemble, puisque la transformation du jeune garçon est également l'occasion de la création du désir sexuel chez Miki. Son image est différente, dit-elle, mais son désir par rapport à son image change aussi. Et le tome 2 la présente d'ailleurs entièrement dénudée. Et on parle de l'évolution du style graphique, de l'évolution du personnage. On peut penser à la puberté également, parce que c'est des œuvres adressées aux adolescents, au changement d'âge en fait. Mais effectivement, un changement d'âge dans l'évolution graphique de ce premier tome de Devilman qui met en lumière la confrontation entre un univers enfantin et un monde adulte, qu'on peut voir peut-être comme une allégorie du passage de style de Go Nagai entre le style jeunesse de Goldorak et le style adulte et érodique de Cutie Honey et d'autres œuvres. Donc voilà, effectivement, une synthèse de beaucoup de choses. Vous présentez comme ça dans ce premier tome de Devilman qui semble très important et qui en plus est l'œuvre qui est la plus souvent citée par les fans pour représenter Go Nagai. C'est un peu une matrice de tout son style. Damien, comment tu définirais le style de Go Nagai ? Comment définir le style de Go Nagai ? C'est-à-dire que son trait est super simple, mais c'est pas étonnant parce qu'en fait il a été assistant d'Ishinomori pendant très longtemps.
avant de voler pour lui-même. Alors rappelle Ishinomori. Alors Ishinomori, c'était un des amis de Tezuka, donc de la période des mangas des débuts des années 50 jusqu'à la fin des années 60, qui a sorti entre autres Cyborg 009, Voyage de Ryu. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait Kamen Rider, bien sûr, comment oublier. Et c'est vrai que le style de Ishinomori est quelque chose de très simple qui se rapproche de Tezuka, mais avec des traits un peu plus anguleux peut-être, un peu moins enfantin, beaucoup moins Disney peut-être, parce que Tezuka s'était inspiré de Pinocchio plutôt. Alors que et du coup oui, Gonagai s'est plutôt inspiré d'Ishinomori en étant son assistant, et il a plus ou moins repris sa patte, mais il rajoute des traits qui sont beaucoup plus marqués, qui sont pas c'est très violent en fait dans le trait. Il y a une force et une énergie dans son dessin qui est assez folle. Ça se voit beaucoup dans Devilman d'ailleurs, notamment sur les démons justement. Tout à fait. Charlotte, tu allais prendre la parole là-dessus. Et Ildebrando avait prévu quelque chose, il me semble, sur le trait et la représentation des démons. Non, c'était pas tellement dans la représentation, c'est plus dans la symbolique en fait. D'accord, si tu veux, on y viendra un petit peu après. Je pense qu'il vaut mieux y revenir après. Charlotte, tu voulais dire quelque chose, pardon. Oui, pour les traits, pour l'énergie, ça passe beaucoup aussi par les explosions de sang. Il y en a énormément dans Devilman, et ça fait énormément d'énergie au sein même de l'image et dans la case, ça passe souvent par des recherches dans la diagonale ou dans tous les sens, et ça dynamise. Pour l'œil, c'est très agréable, et dans toute la lecture, ça organise tout très bien. Rappelons également que Gonagai fait saigner ses robots dans Mazinger, par exemple. Voilà, le robot crache du sang, littéralement. Il y a beaucoup aussi une symbolique très forte par rapport à la patte graphique dans le démembrement de Mickey. Tout à fait. Qui représente beaucoup, enfin qui est très mis en légume sur le reste des événements. Spoiler. Il y a un rapport au démembrement chez Nagai, effectivement. On en parlera peut-être après, si vous le voulez bien, évidemment. On va peut-être avancer. Pierre, est-ce que tu avais un mot à ajouter sur Gonagai? Non, sur son style. On pourrait dire que Gonagai c'est un peu l'alpha et l'oméga par rapport à Osamu Tezuka, Osamu Tezuka lui s'approche plus d'une forme de pureté dans sa façon de raconter des histoires, tandis que Gonagai va plutôt chercher dans la crasse, dans les aspects sombres de l'humanité pour raconter ces histoires. Du coup, je vois un peu ces deux auteurs comme complémentaires en quelque sorte. Il est un peu, c'est le versant edgy un peu de l'animation. Mais il faut signaler que Gonagai en interview dit toujours que le manga c'est une exploration de l'esprit du mangaka. C'est évidemment un voyage dans son âme et dans sa tête. Donc on peut dire qu'il va chercher des choses violentes dans le monde extérieur, mais il faut parler aussi du fait que il y a quelque chose qui se passe dans sa tête par rapport à ça, et c'est peut-être inquiétant, peut-être rassurant, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, il y a énormément d'influences, notamment le christianisme et la figure des démons. Bien sûr. Et les Oni, et les excuse-moi, je n'ai plus le terme, les yokai, tout ça. Tu avais lu un bouquin là-dessus, il me semble. Et c'est ça, c'est que j'ai trouvé un bouquin par une auteure nippo-américaine, si je ne me trompe pas. Je n'ai plus son nom. On vous fera la référence dans l'article. J'ai un petit problème de fiche. Le livre s'appelle Japanese Demon Lore, et donc pour parler de la représentation des démons dans l'anime et le manga, elle parle donc de Devilman et d'une autre œuvre de Gonagai qui s'appelle Shuten Doji, Gudamen Shuten Doji en fonction des traductions. Enfin bon, l'idée c'est que oui effectivement, donc dans Devilman il y a tout ce rapport à la culture occidentale, christianisme, autre chose et tout, mais il y a aussi des références au Bouddha. Par exemple, le nom de Akira écrit en caractère kanji, donc en écriture japonaise, peut être modifié en rajoutant un caractère qui ferait de lui le nom littéral d'un des piliers de Bouddha. C'est très très fort en tout cas dans toute cette réflexion. Il y a du symbolisme un peu partout. Il y a une sorte de syncrétisme en fait. Il essaie vraiment de faire converger toutes les mythologies au sein de son œuvre. C'est ça, d'une certaine façon, oui, effectivement. Et donc oui, ce qui est fort en fait, c'est de voir à quel point il a pris le démon moderne, le démon humain. En fin de compte, il y a beaucoup de références là-dedans. Il y a vraiment l'idée des démons qui fusionnent avec les humains, ce genre de choses. Il y a vraiment une idée de l'humain. En fait, les démons étaient les créatures donc, qui peuplaient la Terre avant. Et maintenant, aujourd'hui, l'homme, lui, dans son époque, qui était donc le boom économique japonais, mais aussi la peur de la pollution qui arrivait avec les voies modernes, qui étaient vraiment dans les années 60, le renouveau après le post-secondaire mondial. Hiroshima aussi, bien sûr. C'est ça. Il y a toute une vague, mais il considère que lui, dans cette époque-là, l'homme japonais est un homme frustré, et que donc toutes ces frustrations ont influé sur le génome humain pour en faire d'eux-mêmes des démons.
C'est-à-dire qu'avant même qu'ils soient assimilés par les démons, ils sont eux-mêmes déjà les démons. C'est-à-dire qu'il y a une scène aussi qui est donc citée dans le livre comme symbolique, et je pense que effectivement ça marche bien dans l'œuvre. C'est que il va trouver des troupes américaines qui massacrent une tribu native indienne, les Américains qui eux sont déjà possédés par des démons voient donc Devilman qui lui est l'humain fusionné avec le démon, mais pour défendre les humains, pour rappeler le bien et le mal, on y viendra après, parce que c'est un peu complexe, mais juste ils disent mais c'est un démon, et lui il dit non, l'humain, le démon est en vous humain. Et enfin bon, il y a tout un symbolisme. Et en fait, je pense que Go Nagai dans l'œuvre essaye de renverser le bien et le mal. C'est-à-dire que l'armée des démons est en fin de compte le bien et l'armée de Dieu est le mal. Et on y vient tout de suite parce qu'effectivement la place du monstre est peut-être un petit peu par-delà bien et mal, quelque part. Bien sûr. Il y a une inspiration un peu nietzschéenne là-dedans, ça te titille, Illibrando. Non, ça me titille, je pourrais t'en parler pendant 3 heures là. Il y a l'Armageddon, il y a le catholicisme, il y a la relation homosexuelle entre Ryo et Akira, c'est un bordel. Oui, alors Ryo et Akira, c'est effectivement Kaworu, Shinji, Evangelion, on y viendra après. C'est une petite inspiration, ça se limite pas à ça. Effectivement, tu lui fais bien de le rappeler, le monstre occupe une place très importante dans la mesure où en fait, je vais être assez rapide vu qu'il faut qu'on avance, on n'a pas le temps. Voilà, il y a une lecture politique de l'œuvre de Nagai qui me semble assez importante à l'heure de post-Fukushima et avec l'arrivée de Shin Godzilla. C'est que le monstre, étymologiquement, c'est celui que la société va montrer comme contre-exemple, comme dégénéré absolu. Et en fait, au final, chez Nagai, le monstre, ça va être celui par lequel le coup de pied au fond de la piscine va se faire. Et ça va être l'opportunité d'une table rase en fait. Et le monstre à partir de là, c'est embrasser sa part d'inhumanité. Tous les humains sont des monstres potentiels et faut embrasser cette part de monstruosité pour justement échapper au carcan de la société et canaliser cette énergie pour justement faire la table rase. Et c'est là peut-être que l'homme devient humain, trop humain. Et au-delà, peut-être par-delà, bien et mal. Oui, Charlotte. Oui, très rapide. Tu parles de montrer et de monstre, c'est très intelligent puisque l'étymologie de monstre, c'est mostrare, qui veut dire montrer. Désigner, tout à fait. Désigner, et donc il veut juste dire que le fait que désigner quelque chose et le montrer comme un monstre, c'est déjà critiquer quelque chose et c'est déjà politique, rien que ça. Et la figure du monstre est toujours articulée à la notion d'apocalypse, de fin du monde, de destruction, etc. Là d'ailleurs, on va pas lorgner sur la deuxième partie du débat parce qu'on va parler des inspirations sur l'apocalypse, etc. après. Mais quand tu disais canaliser l'énergie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que malgré ce côté occidental, on retrouve quand même des notions profondément japonaises, justement du démon du Oni, qui est que ça vient d'un sentiment humain, de ressentiment, de souffrance, ou de manque, ou de douleur. C'est ça qui crée le monstre aussi. Et encore une fois, il fait rappel que la part de démon est un phénomène purement humain. Et qu'on passera peut-être tous par là. Nous ne sommes ni des dieux ni des démons. Pierre, Damien, vous avez quelque chose à ajouter ? Pas spécialement, non. Pas spécialement, tu nous as rejoint pour ça quand même. Là comme ça j'ai rien à dire. Non mais je sais pas, peut-être il y a tout un pan de l'œuvre qu'on n'a pas abordé, notamment son côté très post-apo avec Violence Jack, notamment là où il va peut-être encore plus loin que la démonologie et qui va plutôt se concentrer sur les êtres humains. Ouais, mais Violence Jack est pas encore sorti en France, donc j'en sais rien du tout. D'accord, ouais, non, mais je sais pas, je pensais que tu l'avais feuilleté déjà. Excuse-moi. Mais du coup, si vous avez envie un petit peu de conclure ce point, voilà, tout simplement, avant qu'on passe à la réception en deuxième partie. Non, rien à ajouter. Apparemment, c'était super. Un gros blanc. Très bien, fantastique. On coupera ça au montage, évidemment. C'est tout pour cette première partie. Merci à tous pour vos interventions. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux #HPL et sur Twitch hyperlink_RVL. Sachez qu'on vous lit. On reprendra un petit peu de vos commentaires après la pause musicale. Non, mais justement, en parlant de ça, en parlant de Devilman Crybaby, c'est Red Habit Ball qui dit: j'ai hâte de voir Kim Jong-un / Poutine se transformer en démon. Ah oui. Oh là là. Amalgame, full transformation. Ça serait fantastique. Mais pour l'heure, on va s'écouter Cutie Oni, interprété par Kodakumi pour les OAV Cutie Oni, produit par Gainax en 2004. Et de retour sur le plateau d'Hyperlink, en compagnie toujours de Charlotte, d'Yves Brando, de Pierre et de Damien. Tout à fait. Toujours chaud. On vous entend pas très bien, pardon.
Allô ? Ouais. Fantastique. Si, c'est bon. Super. Ça y est. Bon, on a terminé cette première partie, on a abordé l'intention dans l'œuvre de Nagai, donc voilà, qui va bien au-delà de vendre des jouets et vendre des robots aux gamins, évidemment. Des accusations qui ont été formulées à l'arrivée de la série en Europe. Et c'est là où on va en venir, parce qu'on va venir à la réception de l'œuvre de Nagai, le jour en fait où l'Europe a découvert que le Japon existait à la télévision. Oui, si, je vous jure, c'est vrai. Le Japon existe. Non, si, ah, c'est incroyable. Du coup, je vais vous citer un article que Damien m'a relayé en amont. Damien, est-ce que tu as la citation sous les yeux ? Si tu as envie, je te laisse la lire. Laquelle ? Celle Parce qu'il y en a eu un paquet celle du lui de 1979. Je vais la lire, c'est plus simple. C'est laid, c'est japonais, c'est incompréhensible, ça fait peur, ça éveille Thanatos, ça émoustille Eros, c'est dégueulasse, malsain, mal fait, contaminé, contaminant, c'est con. Voilà, article de lui de 1979 consacré à l'œuvre de Go Nagai. Merci, on vous embrasse. Mais là, tu parles de lui qui déjà était dans la pente vers le pas bien. Oui, évidemment. C'est-à-dire que là, la ligne éditoriale de lui était déjà en train de se péter la gueule à ce moment-là. Bien donc, sûr, mais c'est un élément de contexte qui montre bien qu'il y avait une levée de bouclier contre Go Nagai, parce qu'il faut bien le dire, Go Nagai, c'est celui par lequel s'est faite l'exportation de la Japanimation en Europe, d'abord en Italie, puis ensuite en France, par le biais des mechas, avec Goldorak chez nous, évidemment, diffusé sur Antenne 2, avec des comités chez Antenne 2 qui refusaient la diffusion de ça. Peut-être Damien, pardon, j'allais t'appeler Skippy, des formations non professionnelles. Du coup, Damien, oui, tu avais pas mal d'anecdotes là-dessus, il me semble. Alors, j'ai quand même lu un paquet d'articles sur le sujet pendant un moment. Alors, il y a Paris Match qui en a parlé, il y a lui. Il y a eu énormément de rejets autour de Goldorak, le grand robot qui prenait toute la place de la télé avec les gamins qui étaient scotchés dessus. Et surtout, ce qui les a gênés, c'était tout le merchandising dégueulant qu'il y avait autour. Alors que ce soit les pots de moutarde, les jouets, les figurines, forcément, ça leur a fait peur. Et effectivement, on l'a eu avec notamment même Ségolène Royal. Je sais pas, je suppose que tu connais le bouquin du ras-le-bol des bébés zappeurs. Tout à fait. Ségolène Royal, c'était plus en réaction au Club Dorothée. Oui, c'est un mais deuxième. elle parle de Goldorak à un moment, elle dit que c'est des cris, des corps démembrés. j'ai la citation, on revient sur le démembrement en plus. Ce n'est que coups, meurtres, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants, la peur, la violence, le bruit, avec une animation minimale, des scénarios réduits à leur plus simple expression. Eh ben Pierre, je vois que tu écoutes le Japon. Bon, on embrasse Concombre et Amo, évidemment. Du coup, ouais, c'est vraiment un problème au niveau de la réception. Et on voit bien qu'il y a un amalgame qui est fait avec tout le contexte du péril jaune, notamment avec l'idée aussi que Goldorak est un héros, à défaut d'être satanique, en tout cas fasciste. Damien ? Mais fasciste complètement, parce qu'en fait, je sais pas si tu as récupéré la couverture de lui, la couverture de l'article. Oui, c'est-à-dire. T'as un Goldorak mêlé avec Adolf Hitler en fait. Avec Adolf Hitler, ouais. C'est quand même assez fou d'en arriver à ce niveau-là. Et c'est vrai que oui, le péril jaune, absolument, c'est du racisme gratuit et totalement débectant, quoi. Mais c'était cette époque-là, et on a toute une période où les choses de Go Nagai et tous les robots ont été rejetés en masse, pendant qu'à côté il y a des séries qui étaient tout à fait japonaises, mais qui du coup ça passait par les États-Unis, alors finalement c'était pas vraiment japonais, donc comme la bataille des planètes, qui pourtant à la base est quand même assez crue aussi, mais a été très censurée par les Américains. Gatchaman, du coup. Et puis t'as également Capitaine Flamme, t'as eu et puis le meilleur exemple, c'est Zemmour face à Dorothée chez Ruquier qui sort. non mais c'est de la mauvaise foi absolue, mais il est face à Dorothée et il dit ouais non, Dragon Ball ça fait tchic tchac, c'est violent et tout machin. Trois mots de vocabulaire. Et t'as 3 mots de vocabulaire, voilà, et t'as Ruquier qui lui dit oui non mais il y a quand même d'autres choses, il y a Candy, et là il dit ah oui non mais Candy c'est bien parce que c'est pas japonais, alors que bah si. Voilà. Donc voilà, on voit bien comment s'est constituée la critique, et ce qui est paradoxal, c'est que cette critique, en réaction, chez les gamins, ça a créé, ça a été constitutif de la création d'un public aussi. En réaction à ça. Tout à fait, il y a eu un rejet de toute une masse de gens. Les jeunes se sont plutôt, on va dire, inspirés
de Goldorak et de ce qu'ils voyaient à la télé comme modèle et pour faire un... Oui, ils ont créé un fossé avec une génération précédente, quoi, qui ne comprenait pas ce qu'ils avaient sous les yeux. Alors, ça menait à une mondialisation des imaginaires, quoi. Évidemment, mondialisation des imaginaires qui était rejetée par la presse de l'époque. Et c'est assez fascinant de ce côté-là, parce que d'ailleurs, je sais pas si vous... toujours le ras-le-bol des zappeurs, où Ségolène Royal citait Deméthane, où Deméthane est aussi totalement japonais, et Maya l'abeille, où les gens ne savent pas forcément que c'est japonais d'ailleurs de base. D'ailleurs, on a eu un film, là, il y a 2 ans au maximum, de Maya l'abeille en 3D en France, donc fait par des Français, alors qu'à la base, l'œuvre est 100% japonaise. Ouais, non, c'est évidemment assez ironique. Avant d'aborder effectivement l'internationalisation de l'inconscient, sur lequel Charlotte avait préparé quelque chose, il me semble, en tout cas en relation avec le carrefour de l'animation qui va se faire la semaine prochaine, on y viendra dans un deuxième temps. Il y a effectivement l'histoire d'un malentendu entre Nagai et son public, qui a peut-être aussi conditionné le fait que aujourd'hui Nagai est perçu comme un auteur un petit peu ancré dans une époque, alors que finalement son œuvre la plus fondatrice, c'est pas celle qui s'est exportée en premier. Avec les ambitions de l'auteur, on l'a dit en première partie, c'est l'exploration du monstrueux, c'est le dantesque, c'est la transgression, là où en fait le public a avant tout retenu les séries de robots. Et ironiquement, la série la plus retenue en France, c'est Goldorak, alors que pour lui, c'était alimentaire, il n'en avait rien à battre. Enfin, littéralement rien à battre. Et à partir de là, il y a peut-être un énorme malentendu autour de son œuvre, qui est quand même assez triste, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez autour du plateau. C'est vrai que... Pardon. Vas-y Damien, pardon. Non, mais alors Goldorak, c'est vraiment un problème franco-français en fait, parce que le reste du monde s'en tamponne, mais d'une puissance astronomique. Et autant les Italiens ont retenu très bien Mazinger, et en Amérique latine aussi, il me semble. Oui, c'est Guillermo del Toro qui a retenu. Voilà, pareil, avec Guillermo del Toro, forcément, qui était en larmes quand il a rencontré Gonagai cette année. Du coup, oui, forcément, Goldorak, la surprise française qui est revenue du fond du Japon, et puis même les Japonais eux-mêmes l'ont pas retenu, quoi. Donc... Faut dire, ça a été un choc culturel, surtout Goldorak, je pense. Parce que je pense qu'à l'époque, on n'avait pas eu de série comme ça qui avait été diffusée à la télévision, en tout cas en France. Mais il me semble que Gonagai avait été maltraité de façon par son éditeur au Japon. Oui, en fait, c'est au gré de cette internationalisation que Nagai a été lésé. Ça, c'est des éléments que Sébastien m'a donné, qu'il aurait dû exposer aujourd'hui, mais comme il n'était pas présent, je me permets de les relayer. En fait, oui, il a été lésé quand il a créé sa société de production très très jeune, Dynamic Planning, production et édition. La Toei ensuite a négocié directement avec les Français, les Italiens, l'internationalisation de la série, l'exportation, sans consulter Nagai. Et en fait, Nagai n'a pas touché un seul centime sur l'exportation de Goldorak, de Mazinger, de Jig et de toutes ces séries. Et c'est peut-être aussi pour ça que Nagai, après, Alexandre Regreni nous le disait en off, je vais pas donner de chiffres, mais Nagai est extrêmement pointilleux sur les contrats d'édition avec l'Europe, et quitte à mettre en place des tarifs un peu prohibitifs pour avoir le contrôle de son œuvre et être sûr que ça soit bien fait, quoi. Parce qu'il n'a pas touché un seul centime sur tout le merchandising autour de Goldorak, et en fait c'est un auteur qui était totalement lésé, et c'est aussi pour ça peut-être qu'il rejette les robots, parce que il est passé à côté de millions de yens, quoi. Ce qui n'a pas l'air très légal d'ailleurs, soit dit en passant. Ah mais pas du tout, mais... Clairement pas. Maintenant qu'on a abordé l'ironie du personnage et sa réception qui était quand même également aussi ironique, parce qu'il y a une levée de bouclier qui a constitué un public et qui du coup lui est resté fidèle avec le temps, on va aborder, si vous le voulez bien, son héritage. Et là, Dieu sait s'il y a des choses à dire. Parce que Damien, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est assez important. Avant l'émission, tu m'as ouvert les yeux, tel Monsieur Abitbol, en abordant notamment la parenté de Violence Jack, pardon. Ouais, Violence Jack, en fait, c'est sorti 5 ans avant Mad Max, et c'est exactement le même concept, quoi. C'est-à-dire qu'on a un Violence Jack, Mad Max, et dans un monde en ruine, post-apocalyptique, où l'humanité n'en est plus qu'à ses plus vils instincts, quoi. Tout à fait, il y a beaucoup de choses, notamment avec, Devilman qui a inspiré énormément Kentaro Miura, on le disait tout à l'heure avec Berserk, par exemple. Ah ouais, forcément, complètement. Vous êtes on a des lecteurs de Berserk autour du plateau. Oui, on a des lecteurs des premiers tomes. Ouais. Vas-y Pierre. Vas-y Pierre.
Non, je disais juste que j'étais aussi un lecteur de Berserk. On est tous Tu lecteurs n'es de pas autour du plateau, mais tu joues à domicile. Hashtag je suis Berserk. Mais alors effectivement, on avait fait un sondage en amont, et ce qui est assez amusant, c'est quand on voit les réponses au sondage sur l'héritage de Nagai, on voit que Berserk revient extrêmement souvent. Il y a d'autres séries, alors je vous laisse prendre la parole au gré des mentions. On a également Prison School, donc toutes les séries un peu érotiques basées dans des lycées, avec notamment Shimosekai, une série avec des terroristes de la petite culotte qui veulent... Shimoseka, pardon. Oui, je me souviens plus exactement le... Shimoneta, ouais. Shimoneta, pardon. On a également Attack on Titan, on a Parasite, qui a lui-même inspiré Tokyo Ghoul. On a également tout le travail de Gainax avec Evangelion, qui est posé sur ce joli plateau, et notamment Gurren Lagann. Gurren Lagann et même l'œuvre de Hiroyuki Machi en général, ça a toujours été une constante dans son œuvre, l'inspiration de Go Nagai. On peut voir par exemple dans Gurren Lagann que Imachi rend hommage au robot de Go Nagai, mais plus tard dans Panty and Stocking et Kill la Kill qui rend plutôt hommage à son paradis et ses Magical Girls. Et surtout que même dans Gurren Lagann, il y a l'idée du sauveur, il y a l'idée encore une fois du dieu, du protecteur, c'est là qu'on n'a pas encore abordé, mais il y a tout l'aspect religieux occidental qui est... Alors, je suis pas sûr de voir de la religion occidentale, je pense que Gurren Lagann c'est plutôt articulé autour de l'idée de progrès technique et scientifique, et comment l'avenir de la société se décide. Est-ce que tu te fies intégralement au progrès ou pas, mais effectivement il y a toujours la condition de l'homme qui va s'élever au-dessus des autres et qui va guider l'humanité derrière lui. Non mais c'est qui aime bien châtie bien quand même. Non mais vraiment, c'est-à-dire que genre je vous enferme sous terre, mais c'est juste pour pas qu'on vous tue. C'est complexe. Non, je dis religion occidentale. Après c'est un prisme. C'est pas forcément une adhésion aux idées, ce genre de choses, mais c'est un prisme, je pense, parce que je suppose, en tout cas, que Go Nagai à un moment a dû avoir une idée. Et puis on voit qu'il est très informé, c'est-à-dire que lui, il cite Armageddon dans les textes de Devilman, littéralement dans les bulles de Devilman, il y a des citations d'Armageddon. Sachant que le Japon à cette époque-là n'a aucune idée de ce qu'est la notion d'Armageddon en tant que figure religieuse, ce genre de choses. C'est-à-dire que ça aussi, ça a été tiré. J'ai tiré ça du travail universitaire que j'ai pu trouver. Je vous enverrai le lien. Voilà. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment le Japon découvre l'Armageddon quand il y a un groupe terroriste en 95 qui dit qu'ils veulent provoquer l'Armageddon, l'attaque au gaz sarin dans le métro Tokyo 8. Aum Shinrikyo, les attentats. Ouais. C'est ça, c'est ces attentats-là où le Japon lui découvre le mot Armageddon dans sa signification globale. Et c'est là, sauf qu'on voit donc du coup Go Nagai bien avant est déjà bien informé là-dessus. Il y a tout l'aspect dantesque de la Divine Comédie, effectivement. Qu'il a redessiné, effectivement, on a oublié de mentionner. Ça, mais c'est Damien qui en parlait, je crois juste avant, ou Pierre, je sais plus, qui justement, je pense qu'il y a l'idée qui lui plaît beaucoup. Cette opposition, plutôt que justement le prisme culturel du Bouddha, du bien-être, du mal, etc. Il y a quelque chose de grandiloquent en fait, et qu'il essaye de retransmettre. Mais tout ça pour revenir à une problématique très personnelle. Justement, encore une fois, je parle de Devilman, mais c'est parce que je trouve que c'est un prisme très important. Quand je te disais la relation homosexuelle supposée entre Ryo et Akira, je spoil un peu, mais bon, globalement, on sent dans quel sens ça va quand même. C'est qu'à la fin, ils sont seuls sur Terre. Il n'y a plus que eux. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté toute cette société. C'est un énorme spoil ce que tu viens de sortir, t'es au courant Quoi? Non mais bon, il faut en parler un peu, donc couvrez-vous les oreilles. Alors à la fin d'Apocalypse Now, attention. Non mais couvrez-vous les oreilles pendant 20 secondes si vous voulez vraiment pas du tout avoir ça, mais c'est que voilà, donc on a perdu Charlotte, mais l'idée c'est que oui, ils sont seuls sur Terre, ils ont détruit cette société Satan était tombé amoureux d'Akira et voilà, mais c'est le mal et le bien, ça me semble fou. Moi ça me semble fou quand j'ai lu Devilman, ça me semble fou. C'est un syncrétisme en fait, c'est-à-dire que on n'aura pas le temps d'aborder l'intégralité de son héritage du coup, mais il y a évidemment un impact sur Guillermo del Toro, il y a un impact sur Neil Gaiman avec Sandman aussi, que tu avais lu Charlotte d'ailleurs. Oui, que je lis en entier, qui est dans la dessinée du personnage et aussi l'existence d'une mythologie qui existe avant les hommes et qui du coup destine l'humanité à faire quelque chose. Je trouve ça très très fort. Il y a énormément de parallèles entre la culture occidentale, christianisme repris par Go Nagai, et Go Nagai qui influence à son tour la culture occidentale, et c'est là où on va en venir, c'est que finalement la Japanime, Go Nagai, son plus grand héritage pour la Japanime, c'est peut-être d'en avoir fait
le porte-étendard d'une pop culture vraiment internationale, c'est-à-dire pas américano-centrée en fait. Oui, peut-être. Non, c'est peut-être là où j'essaye de t'entendre la perche depuis tout à l'heure pour le carrefour de l'animation, parce que c'est peut-être effectivement c'est peut-être le moment de parler du carrefour de l'animation. Parce qu'en fait, le carrefour de l'animation, ce qui est intéressant, c'est que la notion de carrefour, c'est aussi une notion d'animation internationale. Et on a discuté un petit peu au téléphone avec les organisatrices qui disaient que voilà, leur objectif, c'est vraiment de montrer qu'il n'y a pas qu'une animation américaine, mais qu'il y a également des tonnes et des tonnes de possibilités, avec des courts-métrages iraniens, des longs-métrages palestiniens, etc. Et tu vas peut-être nous parler de cette belle programmation et de cette belle entreprise de légitimation aussi qui s'inscrit dans un cadre assez particulier parce qu'il s'agit du centenaire de l'animation japonaise et du cinquantenaire de la carrière de Go Nagai, ce qui n'est pas rien. C'est vrai. Alors déjà, l'ouverture se fera avec l'avant-première de 90's Short, Welcome Girl de Masaki Yuasa. Avec la même soirée, l'inauguration du Kadavrevski animé qui commencera par Bastien Vives et qui parraine tout le festival. Donc génial. Le Kadavrevski sera diffusé lors de la soirée de clôture du festival. Mais il y aura aussi plein de films en présence de réalisateurs. Donc Keiichi Hara sera l'invité d'honneur, qui sera là pour Un été avec Coco, Crayon Shin-chan de Storm Cold, The Aldous Empire Strikes Back, mais aussi Colorful et Souvenirs goutte à goutte. Et un inédit Crayon Shin-chan en avant-première mondiale. J'y serai. Je pense que vous pourrez nous voir à beaucoup d'événements parce que clairement on y sera toute la semaine. On signe des autographes. Il y aura aussi Mutafukaz qui sera en avant-première, donc avec les réalisateurs aussi. Avec Guillaume Renard, effectivement. Ouais. Et un autre inédit qu'on a noté, un film de Pierre Hébert, qui est le film de Bazin, donc un film autour des écrits de André Bazin, donc grand penseur du cinéma, sur le cinéma d'animation. 2 tables rondes, une sur la diffusion des films d'animation dans les médiathèques, animée par Jeanne Dubost, et une table ronde sur les 100 ans de l'animation japonaise, animée par Marc Aguès, qu'on adore et qu'on a déjà reçu 2 fois, effectivement, notamment la semaine dernière pour l'émission spéciale La Semaine autoréférencement, TMTC. Après, on a des courts-métrages d'école, des courts-métrages pas d'école, des journées professionnelles avec plein d'intervenants, des films cultes, des ciné-concerts, et vous allez vraiment beaucoup nous y voir. Ben voilà, ce sera avec plaisir, hein. Ce sera vraiment avec plaisir. Mais il me semblait que tu avais préparé autre chose, en fait. Mais... Oui, une bien jolie transition pour annoncer. Oui, mais voilà, je pensais qu'on allait faire d'une pierre deux coups, en fait. Mais bon. Mais tu as raison, j'aurais pu mêler les deux. Mais dans ce même processus de légitimation, on peut parler aussi de la recherche universitaire sur l'animation, qui est très forte en ce moment. Mais tout d'abord, un petit disclaimer. Aujourd'hui, pas de référence très précise dans ce papier. On va faire avec des notes de colloques universitaires. Donc pour plus de précision, allez voir les écrits des intervenants que je vais citer, qui sont pour la plupart tous tout à fait brillants. Et on en fera un petit inventaire sur le post. Donc voilà, pas de notes de bas de page dans cette chronique. On va essayer d'aller un petit peu vite parce que le conducteur se réduit. Voilà. On a pu entendre à des colloques, le cinéma de prise de vue réelle peut n'être pensé que comme un sous-genre du cinéma d'animation, où tout le cinéma est un cinéma d'animation. Vous avez peut-être entendu ça aussi au 2e colloque international de nouvelles écritures pour le cinéma d'animation, qui s'est tenu les 1er et 2 décembre à l'INHA à Paris, l'Institut national de l'histoire de l'art. Il peut paraître étonnant que des chercheurs sur le cinéma d'animation brandissent une casquette militante pour la reconnaissance de leur art. En fait, il paraît même choquant que des chercheurs aient à militer pour la légitimation de leur domaine de recherche. Entendre dire en 2017 que l'animation est de niche, trop particulière pour les enfants, ou carrément un genre de cinéma, devrait être intellectuellement illégal. Georges Sadoul, très célèbre pour les archives qu'il a constituées autour de tous les matériaux qu'il pouvait réunir sur le cinéma, a également rédigé beaucoup sur le cinéma d'animation à partir des années 30. L'intervention de Valérie Vigneault sur l'animation dans l'historiographie sadoulienne mettait en avant tous les discours tenus sur le cinéma d'animation de l'époque. Parfois bien plus progressiste qu'aujourd'hui, puisque Georges Sadoul avait même imaginé des festivals autour de la cinéplastique, le nom qu'il donne à ces festivals autour du cinéma d'animation, qui appellerait à penser la plasticité et qui appellerait tous les connaisseurs de cinéplastique à réunir les Michel-Ange et les non-Michel-Ange de la cinéplastique. François Martin, dans son intervention sur Ladislas Starevich a souligné que les films de Starevich n'avaient été estampillés jeunesse qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et Sébastien, s'il était là, pourrait nous dire que c'est autour des années 80 qu'il y a eu aussi un gros virage entre le moment où on a appelé l'animation jeunesse et non jeunesse. Go Nagai, il s'intercale entre les deux d'ailleurs. Et c'est ça qui est très intéressant. Puisque... pourtant, le cinéma d'animation pourrait paraître avoir été destiné à un public bien plus adulte que ce qu'on peut dire. Comme le dit Ado Kirou en 1957, cité par Bruno Hedera dans son article Eros, image par image, donc quand même une petite note de bas de page, il ne faut pas déconner. Cité par Bastien Cheval dans sa thèse Le cinéma d'animation et l'interrogation du réel.
Il avait été décidé depuis toujours que les dessins animés s'adressaient aux enfants et que les enfants, disent-ils, ne doivent pas être initiés à ce qui est la vie. Les grandes personnes non plus. Et pourtant, que de possibilités détruites dans l'œuf. Le cinéma animé, d'où sont éliminées toutes les imperfections d'un corps vivant, pouvait être le véhicule tout indiqué d'un cinéma totalement érotique. Et ça, c'était en 57. Donc pas étonnant qu'après plus de 100 ans d'histoire du cinéma, où Émile Reynaud et Émile Coll, fondateurs du cinéma d'animation, les chercheurs soient vénères et deviennent militants. Jean-Baptiste Massuet, dans son intervention « L'animation est-elle une série culturelle ?», a soulevé que Dick Tomasovic et Lev Manovitch parlent tous les deux de cinéma d'animation comme un moi refoulé du cinéma. Symbole de cette volonté d'anoblir le cinéma d'animation, alors qu'il faudrait peut-être dénoblir le cinéma de prise de vue réelle, un colloque est centré sur l'adaptation littéraire dans le court-métrage d'animation. On retrouve la même dynamique que Donagai avec la Divine Comédie. Ce sera entre les 22 et 24 mars à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. On vous mettra plus d'informations dans les notes de bas de page sur le podcast. On y sera aussi peut-être. Mais oui, venez nombreux pour qu'on légitime tout plein de trucs tous ensemble sur le cinéma d'animation. Et du coup, effectivement, tu as tout un amalgame entre l'animation et la jeunesse, c'est quand même un petit peu dommage, mais le carrefour de l'animation est là pour rappeler qu'il n'y a pas qu'une seule animation, qu'il y en a plusieurs, l'œuvre de Nagai aussi, qu'il y a plusieurs publics, qu'il y a plusieurs façons de représenter, que ce soit le sexe, que ce soit l'amour, que ce soit la violence, que ce soit les tripes, que ce soit le démembrement, n'est-ce pas, il des bandeaux? Mais non, mais je tourne en rond, mais c'est parce que je parle aussi sur Twitch. Non, mais évidemment, pas de problème. Mais juste par rapport au démembrement, encore une fois, pour moi, c'est une imagerie violente, constante. Dans Devilman et Violent Jack, il y a une imagerie constante face à la sexualité hétéro et face aux femmes. Oui, ben, et la question peut-être. Non, mais c'est pour revenir à mon idée d'homosexualité. Je suis désolé, mais c'est pour moi, il y a une boucle qui se boucle. Et ça, dernière question, s'il vous plaît, autour du plateau, avant qu'on passe au quiz musical, parce qu'il faut qu'on avance, et il faut que je sévisse aussi. Tout à fait. Voilà. On a effectivement parlé de la représentation du corps de la femme dans l'œuvre de Nagai. On l'a esquissé, mais peut-être que je peux vous poser la question plus directement. Chez Gonagai, la représentation des femmes est assez particulière. Est-ce que pour vous, ça relève davantage de l'objectivation ou de la libération du corps? Peut-être Damien et Pierre en premier, vu qu'ils ne sont pas exprimés sur le sujet. Là, c'est une question très compliquée parce que là, on parle du corps de la femme dans l'œuvre de Gonagai. Ça me rappelle une scène dans Cutie Honey qui est très très gênante. Ceux qui ont dû lire Cutie Honey voient peut-être la scène dont je parle, qui s'apparente presque à un viol bizarre. C'est très étrange, mais Violent Jack, c'est que du viol, hein. Oui, mais Violence Jack, c'est de la dark fantasy, quoi. Ça s'apparente justement à l'univers sombre dans lequel évoluent les personnages. Alors que là, Cutie Honey, ça se veut vraiment fripon et plus si affinité, quoi. C'est assez bizarre. Damien, peut-être. Moi je pense que c'est un peu entre les deux en fait, c'est-à-dire que d'un côté il avait des personnages forts féminins et c'était quasiment une première, c'est pour ça que Goldorak aussi n'a pas bien marché au Japon parce qu'il y avait plein de personnages féminins qui étaient mis en avant et que les Japonais n'étaient pas forcément habitués à ça. Et de l'autre on avait aussi par exemple Cutie Honey qui clairement pour moi c'est clair, je pense que ça pourrait être une figure féministe parce que on a quand même une nana qui se tatane contre des méchants et puis qui leur met des bonnes torgnoles en plus, donc voilà, c'est pas quelqu'un qui reste passif, quoi. Donc on est très loin des potiches qu'on a eu pendant un moment dans les années 80, que ce soit dans l'animation ou ailleurs. Est-ce qu'il tournerait pas en ridicule justement l'homme dans tout Cutie Honey? Je trouve que les hommes sont très ridicules quand même, la plupart. Pour moi complètement. Voilà, les hommes sont ridicules et même peut-être même qu'en offrant tant de sexualisation dans Cutie Honey à ses lecteurs, il se fout un peu de la gueule des lecteurs aussi. Peut-être que c'est de l'anti-otaku. Ah bah oui, et dans ce sens, il serait un précurseur d'Hideaki Anno. Une boucle qui se boucle donc, et un sujet qui se boucle aussi. On a essayé d'être aussi complet que possible, mais l'œuvre de Nagai est extrêmement dense, donc il a fallu forcément faire des concessions. C'est l'heure de sévir, c'est l'heure du quiz musical. Alors, nous avons deux invités. C'est un duel au sommet là. Voilà, nous avons deux invités, un invité et un duplex, et nous avons deux personnes en plateau. Je propose qu'on constitue des équipes. Nous avons donc Charlotte, je vais te laisser choisir. Je choisis Pierre. Oh, tu joues à domicile donc. Donc Pierre et Charlotte, très bien, et Hildebrando et Damien. Vous êtes chaud? Ouais, ce qui est bien, c'est que le titre de ton quiz ne me donne aucun indice sur ce que tu vas nous donner. Donc, parce que le titre du quiz, c'est donc l'arène
des Neiges. Voilà, la Reine des Neiges, je crois que vous avez saisi le concept, il fait froid, les premiers flocons, tout ça, tout ça. On est parti avec le premier morceau. Et on ne regarde pas le chat. L'étrange Noël de Mr. Jack. Bah oui, c'est ça ce que j'allais dire. Non. C'est un film de Noël des années 80. Grinch. Des années 80. Home Alone. Musique. Oui, bravo. Maman, j'ai raté l'avion. Bravo Charlotte. Ah putain, c'est vrai. 1-0, musique joué. composée par John Williams. Ouais. Très bien joué. Ce sera un petit peu plus facile après. Deuxième morceau. Mario Kart, je sais plus comment ça s'appelle, la piste, je sais pas quoi. Lequel, là. lequel Glagla. Non, mais Glagla, non. Non mais lequel Mario Kart 7, DS. oui. Pardon, Pierre, tu avais dit quoi Mario Kart DS. Non. C'est oui, non. Non. GameCube. Le N64. Oui. Bravo. Voilà. Bravo Hildebrando. Ah merde. Mais bon, c'est la piste glacée, quoi. Il y a les C'est pingouins et tout. Oui, effectivement, mais faut être rapide. C'est un jeu de rapidité. D'accord. Damien, Pierre, n'hésitez surtout pas à vraiment saisir le point. Surtout Pierre. Avant qu'Hildebrando. Oui, là, surtout Pierre. Non, surtout Damien, surtout Damien. N'hésitez surtout pas à poser votre réponse si vous l'avez. Un partout, donc troisième morceau. Megaman. Non. Non. Street Fighter. Non, c'est un jeu Mega Drive. Sonic. Sonic 2. Non, la musique a été 3? composée par mec. Oui, bravo. Ah Bravo Charlotte, Sonic 3. C'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Faudra qu'on change les règles un jour. Hein. Mais non, c'est une question d'être précis. Nous avons donc 2 points à 1 pour l'équipe de Charlotte et Pierre. Rappel, c'est Sonic 3, composé par Michael Jackson. Et oui. Ah. Et oui, c'est cette OST qui a été composée par Michael Jackson et ses assistants Oui, enfin, Howard Drossin et Brad C'est pas Buckler. confirmé. La C'est légende urbaine. urbaine commence sérieusement à se confirmer avec le temps. Je laisse ça comme ça. Quatrième morceau, on revient dans le monde merveilleux du cinéma. Gremlins. Bravo. Ah ouais. Bravo Damien, c'est effectivement le thème des Gremlins. Je n'ai pas vu. Ouais, moi non plus. 2 partout. J'ai vu il y a longtemps. Il y a Phenom est toujours aussi chaud évidemment sur le chat. vrai. Mais ne regardez pas le chat, enfin vous avez les réponses. Ils sont en retard de 10 secondes. Ça va, tu vas pas nous- Bon, donc 2 partout, c'est super serré, je suis super content. Et j'espère que vous serez content d'entendre le 5e morceau. Tout va se jouer ici. Oh, c'est très joli. C'est choupi. Oui. On dirait la musique de fin de Portal. Ce qui est en soi un indice, le fait que ce soit choupi. Que ce soit Choupi. Kirby. C'est. Non. C'est pas Choupi, nous dit PJ. Ah oui. C'est pas Choupi, non. C'est sur 3DS. Animal Crossing. Animal Bravo, Crossing. bravo Pierre. Bravo Pierre, bravo. Alors là, Bravo, Horace surtout. c'est donc sur ce score de 3-2 que ce quiz un peu plus calme. Qui c'est que qui a gagné d'habitude. alors Bah c'est Pierre et toi. Ah bah Du coup. merci Pierre, bravo. Voilà, donc bravo à tous les deux. Et Je suis navré Damien. désolé. Non mais c'est pas grave. Hein, c'est pas- J'ai jamais gagné le quiz, jamais. Donc. Si tu Ah, l'as si, gagné, une tu l'as fois. gagné une fois, tu l'as Si, gagné. j'ai gagné une fois, pardon, exact. Excuse-moi Charlotte, pardon. Et oui, donc c'est l'heure de passer les enfants aux recommandations. On va être très rapide parce qu'il est déjà 35. Donc, Pierre, Damien, est-ce que vous avez une reco? Moi j'en ai une, oui. C'est le film On l'appelle Jig Robot qui est sorti cette année. Un film indépendant italien de super-héros qui raconte du coup l'histoire d'un vieux paumé qui tombe dans un fleuve radioactif et qui revient avec des super pouvoirs, une super force et tout. Et du coup, il rencontre une femme un peu autiste qui le confond avec le héros Jig Robot. Donc Voilà. c'est vraiment super et ça réfléchit sur cette phrase que vous avez sûrement entendue dans le Spider-Man de Sam Raimi. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et du coup, ce film pose la question de est-ce que justement de grands pouvoirs impliquent forcément de grandes responsabilités, puisqu'au début le héros utilise ses pouvoirs pour braquer un distributeur de billets et fait n'importe quoi. C'est un voyou au début. Avec son nouveau don. Donc voilà, c'est un film que je recommande vraiment. Ça a été une très bonne surprise cette année et ça permet justement de revoir un peu l'héritage qu'a laissé Gonagai sur le monde en général, surtout en Italie. Et Ildebrando, l'Italie, ça te parle?
C'est encore une référence foireuse au fait que je sois italien, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, D'accord. non, parce que je te voyais opiner du chef, donc je me disais très bien. Je me disais que tu avais vu le film. Oui, parce que Jig Robot, ce film-là, justement, parce que justement, c'était très marrant et j'aurais dû penser à ça quand on parlait de fandom de Gonagai, c'est qu'effectivement, le film s'appelle comme ça. Parce que tous les Italiens savent qui est Jig Robot. Tout à fait. Et donc j'ai été un peu bête. Alors, si vous avez des recos ou si vous n'avez pas pris le temps d'y réfléchir, Charlotte, oui. Petite reco de la part d'Aurélie qui a conseillé ça, c'est Doki Doki Literature Club, qui est un visual novel qui a l'air très très cool, mélangeant horreur, enfin bref, plein de styles, ça a l'air très très cool, je suis très hypée. Mais j'ai pas joué, mais apparemment ça a l'air génial. Je partage ma hype. On se fait la voix des gens retenus par les examens et les microbes. Moi j'ai 2 recommandations. Damien, si tu en as une. Shin Godzilla, mais je pense évidemment. que tout le monde le sait. Shin Godzilla, évidemment, toujours, évidemment. Tu n'as pas usurpé ton pseudo de professeur Godzilla. En ce qui me concerne, j'ai 2 recommandations. La première, si vous êtes intéressé par la question du surhomme et comment il va dépasser l'antagonisme entre la barbarie et la civilisation, je vous recommande Conan le Barbare de John Milius, l'un des meilleurs films, l'un des films les plus sous-cotés de l'histoire du cinéma. Et également un livre qui m'a été très utile pour préparer cette émission, qu'Aurélie m'a gracieusement prêté. C'est l'animation japonaise en France, réception, diffusion, réappropriation, sous la direction de Marie Pruvot-Delapre aux éditions L'Harmattan. Très bon bouquin que je vous recommande. C'est peut-être un bouquin qui fera école sur l'analyse de la réception de la Japanimation en France. J'ai pu le feuilleter hier, ça a l'air très très bien le fait. Effectivement, et comme disait ce bon vieux guerrier chinois dans Dynasty Warriors 3, c'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro d'Hyperlink, numéro 37, consacré à Gonagai, sa vie, son œuvre, son héritage. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre l'émission, notamment depuis le numéro sur Pokémon et le numéro sur Last Man. On est submergé par vos likes et vos soutiens, c'est vraiment super, ça nous fait un plaisir fou. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée à certains Jedi. Paraîtrait-il que ce sont les derniers. 3 jours mes enfants, 3 jours. Voilà. Les premiers retours sont très très bons. Voilà, et on va parler également du space opéra et des liens que ça entretient avec la science-fiction. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des alternatives? On en parlera autour du plateau. On remercie également Pierre et Damien pour leur présence autour de ce plateau. On espère que ça vous a plu. Ah oui, ça m'a beaucoup plu. Ouais, trop bien, super. Et du coup, on vous fait plein de bisous. À la semaine prochaine. Passez une bonne fin de week-end et un bon début de semaine. À la semaine prochaine. Ciao. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.